Bien, bonsoir monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Nous poursuivons ce soir notre série ouverte depuis 2 jours maintenant sur l'assainissement de la ville de Yaoundé au lendemain de la rencontre interministérielle présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement avec tous les acteurs impliqués dans le programme d'assainissement de Yaoundé et d'amélioration de la voirie urbaine. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour débarrasser Yaoundé des poubelles qui sont de plus en plus visibles et qui ont réussi à heurter le Premier ministre et chef du gouvernement, pas pour la première fois, au moins pour la 3e fois. En quelque temps, il rencontre les acteurs pour qu'une solution définitive soit trouvée à la question du ramassage des ordures, toilettage de Yaoundé pour rendre Yaoundé définitivement une ville belle et non comme ce que d'aucuns le considèrent aujourd'hui comme la ville poubelle. Il a mis en place un groupe de travail qui a 2 semaines pour rendre sa copie. On imagine qu'après cette restitution des propositions, il va falloir aller à la validation, parfois même aller jusqu'à la présidence de la République pour qu'une action soit enclenchée. Entre-temps, les poubelles n'arrêtent pas de grandir. Est-ce que finalement Yaoundé n'a pas besoin d'une sorte de plan Marshall? Et quelle figure, quel visage pourrait avoir ce plan Marshall pour d'abord rendre la capitale au moins belle? C'est en tout cas l'orientation des échanges de ce soir avec nos invités. On aura des journalistes, des acteurs de la société civile, des hommes politiques, des spécialistes des questions de décentralisation pour avoir un ensemble de propositions et peut-être traiter très rapidement le mal en attendant la navette des documents attendus par le Premier ministre, chef du gouvernement. Déjà installé pour échanger avec nous ce soir, Saint-Éloi Bidoum, qui est un acteur politique qui a été adjoint au maire de la commune de Yaoundé 6, et beaucoup de sources disent qu'il a voulu même être super-maire de la ville de Yaoundé. Et si c'est le cas, c'est sûr qu'il avait avec lui un plan d'embellissement de la ville de Yaoundé. Accueillons Saint-Éloi Bidoum. Bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques Zé, merci pour la présentation. C'est vrai, vous ne vous êtes pas trompé. J'avais candidaté au poste de super-maire de la ville de Yaoundé. Et j'ai été victime des manœuvres démagogiques politiques du RDPC. Et aujourd'hui, tout le monde n'a ses yeux que pour pleurer. La ville de Yaoundé a besoin d'un homme de terrain. C'est aussi compliqué que ça, d'être super-maire de la ville de Yaoundé. Tout à fait. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'immixtions dans l'affaire. Oui, tout à fait. J'ai présenté ma candidature. Le maire Abouna de Yaoundé premier avait présenté sa candidature. Et au moment où nous sommes arrivés, pensant que ce que le président Biya clamait haut et fort depuis une 30aine d'années, je voudrais qu'on retienne de moi que je suis l'homme qui a apporté la démocratie. Et on s'est donc retrouvé au conseil extraordinaire qui devait procéder à la désignation du super-maire. Et c'est dans la salle qu'on nous apprend que le RDPC a désigné son candidat. Et le préfet de l'époque, paix à son âme, s'il peut trouver la paix, a mis le veto pour qu'il n'y ait pas d'autres candidatures. Et nous avons commencé des bagarres interminables. Et puis le RDPC a mis son veto. Il a investi le délégué actuel. Et les résultats des élections, ce jour-là, en disent suffisamment long. Il était seul candidat, il y avait 198 électeurs, il a eu 96 voix, 2 abstentions, 100 bulletins nuls, j'étais à nul. Donc, tout seul, il a été battu par le bulletin nul. Les bulletins nuls ont gagné. Vous comprenez que le malaise est désormais installé. On attendait de lui beaucoup, d'autant plus qu'il avait un CV suffisamment costaud pour convaincre qu'il serait à la hauteur de la tâche. Il était secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation et malheureusement, des voix s'élèvent aujourd'hui, y compris celles qui ont permis son accession au poste de super-maire. Et parlant du plan... Mais lorsqu'on vous entend parler, on a l'impression que vous êtes en train d'accuser le super-maire de ne pas être à la hauteur. Si aujourd'hui on vit, on respire la poubelle, ce serait sa faute, son incompétence. De toute façon,
ce dont on se plaint aujourd'hui et qui fait l'objet de l'émission relève des compétences, la compétence exclusive du super-maire. Ce sont des voiries urbaines dont il est question. Bon, maintenant, on pourrait peut-être le défendre aussi, parce qu'on lui a vraiment donné les moyens de pouvoir faire des Yaoundé et sortir des Yaoundé de la capitale poubelle à la capitale coquette. On pourrait se poser des questions au cours du programme. On le verra avec les différents intervenants. Nous accueillons Anissé Omer Menyou-Tchala. Il est acteur de la société civile, promoteur d'une organisation de la société civile baptisée Nature et Développement, en abrégé NADEV, organisation des citoyens engagés et qui promeut un développement inclusif et durable au Cameroun et en Afrique. Anissé Omer Menyou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant à participer à ce plateau. Je commence par saluer aussi, les aînés, notamment le maire Saint-Éloi Bidoum et le copanéliste d'en face dont je connais pas encore l'identité, et bien entendu les milliers et millions de téléspectateurs qui regardent ce programme qui est, je vous l'assure, de plus en plus suivi. Et je me suis fait le porte-parole des populations, de certaines, celles avec qui j'échange tous les jours à Mombo Auberge, d'où je viens, et qui m'ont chargé de vous dire Jean-Jacques Zeu, parce qu'avant de venir, j'ai dit voilà, Jean-Jacques Zeu m'a fait l'honneur de m'inviter. Ils me disent, dis à Jean-Jacques Zeu que vraiment nous apprécions la maestria avec laquelle il anime ce plateau. C'est l'un des rares plateaux où on n'entend presque pas des éclats de voix, où les gens ne s'insultent pas, et où à la fin, le téléspectateur a quand même retenu quelque chose. Donc j'espère ce soir pouvoir participer aux échanges et permettre à nos concitoyens à la fin de l'émission de capter quelque chose. Merci. On vous remercie beaucoup parce que vous avez l'habitude de participer à ces émissions par message et autres. On a choisi de vous faire venir vous-même ici sur le plateau. On salue Mombo Auberge qui a déjà le goudron quand même. Oui, le goudron, oui, c'est peut-être ça l'essentiel. Oui, il y a déjà le goudron. C'est ce que j'ai dit. Moi, on m'a appris à accepter, à prendre d'abord ce qu'on m'a donné, quitte à revendiquer après, parce que ce goudron, oui, on peut maintenant se poser des questions sur la façon dont cette route a été réalisée et quelle est sa durée de vie. Vous avez déjà des questions sur la qualité. Oui, parce que sans être expert, quand nous observons, parce qu'un acteur de la société civile, on n'est pas forcément expert dans les travaux routiers, mais comme nous faisons dans le suivi indépendant des politiques publiques et donc des projets comme celui-là, on observe un tout petit peu à partir des outils que nous concevons et qui nous sont conseillés par des experts, parce que les fonctionnaires au Cameroun ont souvent la malencontreuse habitude, de penser que les acteurs de la société civile sont des incultes, ils n'ont aucune expertise, ils ne savent rien faire. Au sein de la société civile, des organisations tout au moins, il y a des gens qui ont de l'expertise. Donc rien qu'en observant les travaux, comment ils ont été déroulés et ce que nous observons aujourd'hui, et quand je sais que le super-maire auquel on faisait allusion tout à l'heure est même descendu sur le terrain avec le ministre de l'habitat, du développement urbain. Oui, ils sont venus pour inaugurer cette route-là, et lorsqu'on sait dans quelles conditions et comment ça a été fait. Moi, j'ai vu des gens détourner du carburant destiné aux engins qui devaient travailler sur cette route, de détourner du gravier qu'on vendait dans les ruelles du quartier, et ainsi de suite. Donc, on pose des questions sur la durée de cet ouvrage. Alors, le premier texte arrive, là, il y a les pluies qui arrivent, la première saison des pluies, depuis que ces routes sont ouvertes, on va voir comment elles vont se manifester. Donc, mais ça circule quand même depuis un certain temps à Mombo. Lorsque vous allez vers Essoba, ça circule également de ce côté-là. On espère justement que les travaux ont été bien réalisés. Accueillons bien sûr Henri Séverin Asimbe, qui est un spécialiste des questions de décentralisation, entre autres casquettes qu'on abordera et qu'on présentera pendant ce programme. Henri Séverin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV. Merci de m'accueillir dans ce studio. Bonsoir aux co-panélistes. Alors, on va présenter quelques photos de vous pour votre dernière actualité.
On vous a vu chez Monseigneur Jean Barga. C'est quoi? Vous aviez besoin de bénédiction? C'était pour vous confesser? On a entendu parler d'entrepreneuriat, on a entendu parler de communication, des fake news, mais également de la communication pour lutter contre la haine et tout ce qu'on vit ces derniers temps. On voit cette magnifique photo, hein, on imagine comment il a posé la main sur votre tête, hein, comme ça se passe souvent. J'ai fait la connaissance d'un acteur d'une érudition incontestable, qui est intéressé par les dynamiques qui structurent la vie de notre société, notamment les dynamiques qui ont trait à la promotion de la paix et de la citoyenneté en rapport avec les nouveaux médias, celles qui ont trait à la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays. Vous savez qu'un pays qui a besoin de se développer a nécessairement besoin de construire des entrepreneurs, ce qui est encore un gros problème dans notre pays, et qui est intéressé par les dynamiques de développement du secteur universitaire. Et dans ces trois segments, nous avons la similitude de nous y retrouver dans le cadre de la communication pour la promotion de la paix, dans le cadre du développement des institutions d'enseignement supérieur et dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat au Cameroun. C'était un entretien, une séance de travail de plus d'1h30 pour vous dire qui nous a permis d'aboutir à un ensemble d'équilibres sur les trajectoires que nos institutions vont conjointement suivre à l'avenir. Et un groupe de travail a été mis en place pour que tout cela prenne corps et que le Cameroun puisse bénéficier de cette dynamique citoyenne entre les acteurs de l'Église catholique et les acteurs du secteur privé de l'enseignement supérieur ainsi que de la société civile. C'est des rôles qu'on n'aborde pas régulièrement concernant l'offre de l'Église catholique en matière de développement entrepreneurial, en matière de communication sociale et autres. On n'aborde pas généralement ces questions, pourtant il y en a à dire, il y en a à faire. Les ordres moraux tels que les églises sont là pour structurer les personnalités des différents citoyens. Et quand on dit structurer les personnalités des citoyens, c'est de les préparer à accéder au meilleur être. Comment on le fait? On le fait par la structuration de la personnalité, par la structuration des valeurs morales qui vont guider sa façon de se déployer au sein de la communauté, par le respect de l'autre en tant qu'autre et surtout parce qu'il est autre, c'est-à-dire le respect de la diversité et surtout la construction de l'autonomie des individus. Comment est-ce qu'elle se construit? Elle se construit simplement par les mécanismes qui amènent les uns et les autres à déterminer leur personnalité, à prendre des initiatives qui vont faciliter leur insertion socio-professionnelle ou alors leur insertion sociale de manière globale, mais surtout à avoir conscience de ce que le territoire au sein duquel vous vivez est celui qui vous a porté, auquel vous devez apporter et rendre afin qu'il puisse rayonner, se développer et puis rentrer dans la concurrence internationale. C'est une mission fondamentale des églises qui a tendance à être négligée, pas seulement par les hommes de l'Église, pas seulement par les hommes d'église, mais surtout par les acteurs de la foi que nous sommes, qui allons davantage à l'église pour aspirer aux bénédictions. Oui. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il vous a posé les mains sur la tête? Non, non et non. Il n'a pas posé les mains sur la tête. Nous avons discuté en tant que citoyens intéressés par la question sociale et ayant des propositions à faire et des actions à mener pour contribuer au meilleur être des citoyens. Je voudrais qu'on s'arrête un peu, les amis nous diront un mot là-dessus, sur l'aspect de la communication pour la paix. Lorsqu'on voit un peu le compte rendu de cette rencontre, on a l'impression que Monseigneur aura constaté qu'il y a des choses à faire au niveau de la communication, dans le monde de la communication, pour soutenir la paix. Y a-t-il des dérives, y a-t-il des dérapages, y a-t-il des faits et autres qui montrent que la paix peut être en danger du fait de la communication ou de la mauvaise communication? La discussion que nous avons s'est appesantie sur un ensemble de phénomènes qui sont structurés par les médias, le monde de la communication en rapport avec la paix. Imaginez-vous qu'en abordant la question de TikTok, tout le monde voit comment on peut faire danser un chef d'État. Ah ouais. Tout le monde voit comment on peut faire dire à un citoyen ou à un responsable des propos qui n'émanent pas de lui. Ça veut dire ça en appelle à la responsabilité de tous ceux qui disposent désormais
des instruments d'impact en matière de communication. Nous sommes sortis dans le circuit classique des médias. Pour se dire, les nouveaux médias sont attachés aux réseaux sociaux. Et quand on parle de réseaux sociaux, le plus grand récepteur émetteur, c'est le téléphone portable. Et chacun parmi nous en a. Si nous sommes 30 millions de Camerounais, à peu près 20-25 millions sont susceptibles d'avoir un téléphone portable. Qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on y véhicule en tant qu'information? Comme tout cela a vocation à impacter et à irradier l'écosystème de notre société, il faut en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Nous avons en matière de communication 4 niveaux de responsabilité. La responsabilité économique, c'est-à-dire que vous êtes porteur de votre entité de communication, vous devez assurer la gestion des charges. La responsabilité juridique, en cas de problème, vous en répondez. Et 2 responsabilités importantes, la responsabilité sociale et la responsabilité culturelle. Et en matière de responsabilité sociale, chaque injection de messages dans la société génère une interaction qui permet de moduler la culture, qui permet d'influencer les comportements et qui permet aux uns et aux autres de se faire une opinion qui peut être fondée sur des faits objectifs ou non. Dès lors que vous êtes fait une opinion, si elle est basée sur des faits vraisemblables, il peut arriver que vous preniez des positions qui n'ont rien à voir avec la position que vous auriez pris si vous aviez la pleine mesure des faits réels. Cela on appelle donc à la responsabilité de tous les citoyens et l'Église catholique a placé son jubilé de la communication sous le thème médias, monde de la communication, justement pour indiquer qu'au-delà des médias, il y a tout un monde autour de la communication et surtout structuré par l'apparition, l'avènement, l'émergence des nouveaux médias qui vont influencer la culture parce que c'est une interaction. Et si cette culture est influencée dans une tendance agressive, il est évident que nous aurons affaire à une société agressive, telle que nous sommes en train de le voir au quotidien. Un pays qui voudrait se développer va nécessairement construire la structuration de la paix. Il nous faut donc travailler sur la paix. Nous qui sommes des acteurs économiques avons besoin d'un climat de paix pour que nos affaires se développent. Nous sommes donc en phase avec l'Église catholique pour que la promotion de la paix soit le credo de chacun de ceux qui disposent d'un téléphone portable et qui peuvent influencer le comportement d'autrui. D'accord, merci Henri Séverin à Sembe. On dit rapidement un mot là-dessus, sur le regard de l'Église catholique tel qu'il a souligné tout à l'heure, mais la menace qui héberge cette nouvelle communication, ce nouveau monde de la communication avec Internet, avec tout ce qu'on peut imaginer. Il est temps quand même, au regard de ce qui se passe au Cameroun, qu'on suive de près, qu'on regarde de près le développement de ces communications-là. Oui, Jean-Jacques, c'est vrai. Vous savez, en l'absence de régulation ou de toute autorité, pour ne pas aller jusqu'à la sanction, parfois on peut aboutir à ce genre, au dérapage qu'on constate aujourd'hui, à travers notamment l'utilisation des réseaux sociaux, au travers des téléphones portables. Mais je voudrais dire que dans notre pays, on a une tendance à toujours aller regarder les conséquences plutôt que d'interroger les causes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pousse les gens à se comporter ainsi? Le copanéliste tout à l'heure a parlé de la paix, tout comme l'Église. Moi, je suis catholique d'obédience, hein. J'y serai, je mourrai là-dedans. Mais il arrive très souvent que je ne partage pas toujours les positions de mon Église. Parce que très souvent, elles sont diamétralement opposées aux réalités. Parce que l'Église qui prône la paix aujourd'hui, Jean-Jacques Zeu, moi je pose une question à tous mes concitoyens. Je veux parler ici en langage terre à terre. Moi je ne veux pas aller dans les livres. Parce qu'il faut que ceux qui sont à Doumentan, ou à Etoile, ou à Evodoula, à Lobo, comprennent ce qu'on dit ici. Oui. Tout le monde à Lobo, ma grand-mère a le téléphone portable. Un jour, quand je lui offre le téléphone, elle me dit qu'elle veut aussi le téléphone qu'on fait comme ça là. Ça signifie qu'elle veut le téléphone Android. Voilà. Et donc, quand elle est là-dedans, vous lui dites que la paix. Et si cette grand-mère-là, on m'a appris que la paix, elle est à 2 ou 3 niveaux. La paix interne, c'est-à-dire moi-même avec mon propre corps. Si je ne me sens pas à l'aise, si j'ai faim, si mes besoins ne sont pas satisfaits, si au quotidien, on me coupe le courant,
pendant que je veux peut-être repasser ou je veux charger mon téléphone ou je veux faire ceci, on me coupe le courant comme on coupe à Lobo, des mois entiers. Si je ne peux pas produire mon plantain depuis Evodoula à 60 km de Yaoundé et que je dois payer pour un régime de plantain 3000 francs pour parcourir 60 km entre Yaoundé et Evodoula et que je rentre le soir, je trouve que dans mon téléphone, quelqu'un m'a transféré un message ou une vidéo comme celle que j'ai vue se rapportant à ce qu'un tenancier de restaurant faisait avec des poulets après il les met à la vente pour la consommation des populations. Comment est-ce que moi qui suis à Evodoula, je vais me comporter si à ce niveau-là, je ne suis pas capable de ressentir que mes préoccupations ont été prises en compte? Parce que le discours entre ceux qui nous dirigent, qui veulent bien qu'il y ait la paix, on ne la proclame pas. La paix est une construction qui commence par les citoyens de la plus petite classe, au plus petit niveau, à partir de la famille. De la page qu'on va aujourd'hui, pas pour justifier. Parce que quelqu'un n'aurait pas eu le courant chez lui, il est obligé de se livrer d'aller à ces manifestations-là. Justement, si on pense toujours que c'est pour justifier, non, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que les gens... C'est un exutoire pour beaucoup de personnes. Parce que ils ont l'impression, tout à l'heure on va parler des ordures à Yaoundé, des élus locaux, comment est-ce que ceux-là, tout à l'heure à l'entame, le maire Saint-Éloi Bidou a décrit un peu le processus qui a abouti à l'élection du maire de la ville. Donc vous pensez que si Saint-Éloi Bidou n'avait pas été quelqu'un de suffisamment assis sur le plan intellectuel, cognitif et même psychologique, qu'est-ce qui se serait passé? Combien de personnes se retrouvent dans ce genre de situation-là? Ils peuvent avoir ce self-control-là. Voilà. Dans tous les cas, on en parlera. Le temps d'accueillir justement Éric Kennedy Foyette, le vice-président national de Univers. C'est un parti politique bien connu sur la scène politique nationale. Éric Kennedy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci encore pour l'invitation. Bonsoir à tous les copanélistes et tout particulièrement me permettrait de présenter mes condoléances à mon ami, même s'il est du parti d'en face. C'est ton ami, vraiment les affaires des partis là. La précision en vaut vraiment ton ami. Blaise Moussa qui a enterré récemment une de ses filles et qui a une succession de malheurs depuis au moins 2-3 ans. Je lui souhaite beaucoup de courage. Je crois que c'est les étapes de la vie qu'il s'en remettra. Encore que peut-être dans l'assainissement, tout à l'heure, on aura un peu l'occasion de le titiller. Je vais lui présenter toutes mes amitiés, ma sincérité, ma compassion en ces moments difficiles. D'accord, on parle justement de cet engagement, de cette observation au sujet de l'utilisation des téléphones, des technologies de l'information et de la communication. On est ouvert à un monde qui semble véhiculer beaucoup de haine, beaucoup de méchanceté et qui pourrait être une menace pour la paix. Est-ce que vous sentez déjà ici au Cameroun la nécessité de veiller, de mettre les garde-fous? Je vais parler un peu plus techniquement. Le Cameroun s'est doté il y a au moins 15 ans de cela d'un PKI Center. C'est-à-dire que d'un centre de contrôle informatique des données, des flux entrants et sortants. Oui. Quand vous allez dans certains pays comme la Chine, par exemple, il n'est pas possible d'avoir un certain nombre de dérives dans les réseaux sociaux. Absolument. Techniquement, le Cameroun a cette infrastructure, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est située entre la poste centrale et la Sonel, juste pour situer, enfin, que les gens qui vivent à Yaoundé. Je salue particulièrement le Codefo, Foutouni, d'où je sors ces jours-ci, c'est à l'Ouest Cameroun. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Yaoundé, c'est entre la Sonel centrale et la poste. C'est une infrastructure qui a été offerte par les Coréens, par la Corée du Sud, et qui nous permet de pouvoir réduire l'impact négatif des réseaux sociaux. Vous savez, j'ai suivi des Tintins, on s'amuse aujourd'hui à dire tel va poursuivre tel ennemi va accuser tel. J'en rigole un peu, je vous dis, permettez-moi la discrétion, parce que je prends par exemple mon cas. Ma première épouse, même si elle est partie, était votre sœur de l'Est. On a eu 4 enfants. Moi-même, je suis de l'Ouest. Mes enfants, ils sont d'où? Ils sont camerounais. Oui. C'est quand on dit, allez tuer les Bamileke. Bon, mes enfants vont tuer qui? Puisqu'ils ont une partie Bamileke, une partie Fambeti. Et c'est des cas qu'on peut retrouver. Ils sont légion au Cameroun. Il faut qu'on arrête avec ce tribalisme colonial qui, à l'approche des élections, est accentué, est entretenu, juste pour nous séparer. Le grand frère en face, mon frère, j'espère qu'il sera candidat pour le RDPC Saint-Éloi Bidoum. On a l'habitude de bagarrer sur les plateaux et de se retrouver après.
il n'est pas de ma région et ça n'a rien à voir avec la vie sociale. Et ça, c'est le Cameroun que nous prenons. C'est le Cameroun qu'au sein de l'univers, nous voulons vraiment entretenir. Il faut qu'on arrête avec les clivages politiques, ethniques, qui ne servent que des intérêts, moi je dis encore très bien, des intérêts coloniaux. Et permettez-moi de dire, non, pas juste égoïsme colonial, parce que plus on est divisé, moins on est unis, et moins on regarde techniquement les problèmes sociaux. Regardez quand on ne débat pas sur comment faire pour relever notre pays, mais on débat sur quelques mots que quelques personnes auraient lancés ça et là, qui sont pour moi... Alors comment réduire l'impact négatif des réseaux sociaux? Techniquement, il faut mettre en place, il faut faire fonctionner le PKI Center et l'Antique, qui a les moyens de faire les choses comme ils se doivent, mais qui malheureusement, de mon point de vue, vous savez, même au niveau, le législateur a prévu beaucoup de sanctions pour les dérives dans les réseaux sociaux, mais malheureusement, l'application est très très sélective. Sans compter que même les infrastructures qui ont été mises en place n'ont jamais vraiment servi à... Je me pose bien la question, pourquoi investir près de 6 milliards pour renforcer notre sécurité électronique et ne pas l'utiliser? Et on se plaint. Il y a les mots qui vont à tort et à travers. Tout y passe. Pourtant, on peut sanctionner, on peut retirer, on peut aller intercepter, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand vous envoyez un message, le premier message, avant qu'il ne soit partagé, on peut retourner à la base et interpeller si c'est Jean-Jacques Zé qui a envoyé le message et pouvoir dire tu es l'auteur, tu vas répondre devant les tribunaux, devant les juridictions compétentes. Mais c'est pas fait. Ce qui permet de laisser laisser aller. Moi, je crois que la solution pour moi est non seulement d'appliquer la loi, mais techniquement surtout de faire fonctionner les infrastructures. Il y a déjà une approche de sensibilisation parce que ces choses n'arrivent pas sur les réseaux sociaux d'elles-mêmes. C'est nous qui les mettons. Il faut déjà qu'on nous sensibilise, à savoir que tout ne doit pas circuler à ce niveau-là. Il y a l'approche technique, il y a l'approche judiciaire également, parce que les mécanismes sont prévus. Cette loi Bidung, souvenez-vous que Madame le ministre pour ces télécommunications avait sorti un communiqué dans lequel elle menaçait les auteurs de la diffusion d'un certain type de messages, de poursuites judiciaires et autres. Mais depuis ce communiqué-là, on ne sent pas qu'il y a une véritable approche à vouloir stopper ou à vouloir sanctionner. Non, moi j'ai une position qui est tout autre. J'ai suivi l'affaire Elimbi Lobé qui fait déclencher les mécanismes des sanctions, des propos que les gens peuvent tenir dans les réseaux sociaux et autres et tout. J'ai dit que les intellectuels camerounais ne sont pas assez honnêtes. Ils ne sont pas assez honnêtes parce que pour des faits électoralistes, on voudrait se servir de tout et de rien. Je vais vous prendre un exemple plus bête. J'étais sur le plateau quand Elimbi Lobé a dit que Ernest Wendy était un bandit. Ça ne vous a pas fait sursauter, vous? Ça m'a dérangé parce que Ernest Wendy, je le considère comme un héros national. Il y a d'ailleurs un décret qui l'établit comme ça. Il y a un décret qui l'établit comme ça. Mais que mes frères de l'Ouest aient récupéré l'affaire pour dire que Elimbi Lobé a indexé toute la communauté. J'ai dit non. J'ai suivi Arlette Ekoué. Arlette Ekoué l'autre jour, qui disait qu'il traitait Jean Zoa de bandit. Dans une interview qui est sur les réseaux sociaux, dans l'affaire Wendy justement, elle a dit qu'on a fait venir un bandit comme éditorialiste, Monseigneur Jean Zoa. Alors, on veut rester sur comment stopper tout cela. Je pense qu'il y a des programmes qui sont annoncés pour aller dans le fond de cette affaire, mais comment stopper la circulation? Il faudrait d'abord que on empêche les gens d'avoir, les intellectuels d'avoir ce type d'interprétation. Oui. Il y a quelqu'un, un autre, qui a traité Paul Biya de démon. Ça n'a dérangé personne. Et personne n'en a parlé. Et arrête quoi, dit Jean Zoa est un bandit. Ça n'a dérangé personne. Mais moi je dis, il ne faut pas réduire Wendy Ernest, qui a une dimension nationale, à une dimension communautaire. Oh, oui. J'ai dit non. On peut le dire de tous les nationalistes, parce qu'en fait, ces héros sont des nationalistes. Des nationalistes. Voilà, mais en fait, tu m'as jamais rien refusé. S'il vous plaît, on n'entrera pas dans ce débat-là. Il n'est pas inscrit à l'ordre du jour. On est en train de parler du traitement de la circulation
des informations sur les réseaux sociaux. Il faut bien qu'on reste sur la thématique, sinon on fera ce qu'on reproche aux autres. Oui, sur la technique à appliquer pour réduire, qu'est-ce qui est primordial? La sensibilisation ou la sanction? Là maintenant. Non, moi je crois que au-delà de la victimisation qui est apparente, je dis que les Camerounais vivent ensemble. Nous vivons ensemble. Moi, je suis francophone, je suis promoteur d'un restaurant de culture anglophone. Ah, le très bon héros. Oui. Et puis, les gens partent de Bamenda, de Maria, de partout pour venir manger. Les Camerounais s'aiment. Les Camerounais vivent ensemble. Mais il ne faudrait pas, au nom, j'ai suivi encore, toujours dans les réseaux sociaux, une jeune dame, mais alors d'une virulence incroyable à l'endroit de parfaits ici, de Niemek et de Limbi Lobe. Je crois que moi, cette victimisation me dérange. Quand on dit que Jean Zouar était un bandit, pour ceux qui se réclament de l'Église catholique, imaginez un peu que toutes ces personnes sortent. Parce que, alors la première préoccupation, c'est donc que les uns et les autres contrôlent leur communication. C'est très important qu'ils soient sensibilisés au contrôle de leurs mots, parce que les mots, vous le savez, Henri Sévérin, vous qui êtes journaliste, sont parfois plus dangereux que les épées. Naturellement, et pour rebondir sur la question, il faut combiner deux choses. Première, construire la promesse qui permet de savoir que c'est la paix, le respect des uns et des autres, la construction d'une culture décente qui permet de prospérer et de rentrer dans la compétition internationale. Derrière cela, il faut mettre la pression normative, c'est-à-dire, si vous dérogez à la règle, voilà ce qui va se passer. Au plan technique, le copalondiste en face a bien indiqué qu'il y a un dispositif qui est susceptible de réduire la circulation de l'information. Si techniquement c'est possible, le régulateur ne peut pas se priver d'une telle perspective. Et deuxièmement, si on va au-delà, le cadre normatif voudrait bien qu'il y ait des opérations judiciaires qui sanctionnent ceux qui se situent en dehors du respect de la loi et des dispositions réglementaires. Alors que propose Jean Barga? Jean Barga est dans le rôle dans nos discussions, les échanges ont porté sur le rôle moral de l'Église en tant qu'institution de sensibilisation, de mobilisation, de promotion des valeurs éthiques et morales, de promotion de la paix et de construction du vivre ensemble différent qui devrait permettre à l'ensemble de la communauté de s'occuper d'autre chose. Parce que, Jean-Jacques Zé, quand vous vous occupez du débat Bamileke Betty, moi je suis employeur, j'emploie une 50aine de personnes, et je ne sais pas qui est Bamileke, qui est Bassa, qui est Aoussa, ou ainsi de suite. Ça veut dire, je regarde la production de la valeur. C'est notre rapport. Donc, on distrait les Camerounais en leur disant que le Bamileke est différent du Betty. Non. C'est de la distraction qui nous empêche donc de regarder au loin. Parce que si vous avez la tête rivée sur la petite chose, vous ne pouvez plus rêver. Et cela nous empêche d'avoir de l'ambition. On n'a plus de temps à consacrer à l'ambition. On gère les expédients. On maintient notre pays dans les difficultés ambiantes que nous observons au quotidien. Les poubelles, les nids de poules, tout ce que vous pouvez imaginer, qui consolide dans la pauvreté. Et nous nous retrouvons en dehors de la concurrence international, qui est l'objectif de chaque pays. Quand vous dites pays émergent, c'est quoi? C'est qu'on veut être premier devant les États-Unis. Et qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Ils vont simplement allumer quelques petits foyers là pour vous distraire pendant qu'eux continuent de consolider leur première place et que vous continuez de reculer dans le rang. D'accord, merci. On va sortir justement de cette entrée. On salue votre initiative accompagnée du regard de Monseigneur Jean Barga. La paix, elle est fondamentale. Et ceux qui évoquaient déjà sur ce plateau avaient raison de ne pas considérer certains héros comme appartenant à une communauté, à une région. L'approche doit être globale et partir du sommet. Il ne faut pas que le jour qu'on commémore les martyrs, on se retourne vers Ezeka
Quand on parle de Oumniobé, lorsqu'on parle de Wangé, on regarde Bafoussam, lorsqu'on parle de tel, on regarde telle communauté, que ce soit justement véritablement des héros nationaux, et qu'au-delà du décret, ce qui avait été annoncé soit fait, le Panthéon, il est où, les stèles sont où, pour que ce soit une élévation nationale, une reconnaissance nationale. Ce n'est pas une question communautaire, là on est d'accord. C'est justement ce que je voulais dire, en 30 secondes. Oui, il faut qu'on arrête de stigmatiser les propos. Je veux dire que si moi, Foyet, je me lève et je parle, je ne suis pas porte-parole des Bamileke. Oui. Je ne parle pas au nom de la communauté Bamileke. C'est en cela que je voulais rappeler à Saint-Éloi que arrêtons de dire que, effectivement, je suis Bafoussam. Mais les propos ne m'ont pas écœuré sur le plan tribal, mais sur le plan national. De dire une telle personne qui a souffert, qui s'est battue pour notre pays, ne doit pas être considérée comme un Bamileke, mais comme un héros national. Il faut qu'on arrête, lorsque Jean-Jacques Zé parle, on voit l'homme de l'Est, lorsque non. Encore que moi, j'embrouille tout le monde. Avec mon nom là, avec mon nom là, on me retrouve au sud, on me retrouve au centre, on me retrouve à l'Est, je suis bien comme ça, mais je suis fils du Cameroun. J'espère que ça ne va pas déranger Henri Sévéra. Parle des poubelles, ce n'est pas une petite chose, non? Parce que nous, on va parler justement des poubelles. Le Premier ministre a décidé de prendre à bras le corps cette affaire en rassemblant autour de lui tous les acteurs concernés par l'assainissement urbain. Il a donné 2 semaines au groupe de travail qui a été mis sur pied et coordonné par le secrétaire général des services du Premier ministre pour que copie de leur rapport soit déposée sur sa table et qu'on aille vers une solution. Mais dites-nous finalement, M. Menou, il faut que tout un Premier ministre intervienne pour qu'on ramasse la poubelle? Jean-Jacques, je vais parler comme au quartier. Parce que mes voisins et tous mes amis du quartier, on s'est demandé, faut-il en 2025 convoquer des personnes d'un certain âge pour leur rappeler qu'ils doivent rendre la ville de Yaoundé propre, qu'ils doivent balayer, ramasser les ordures? Est-ce vraiment sérieux? Est-ce que c'est l'image qui correspond? De mon point de vue, je trouve ça un peu superflu. Je trouve ça... Donc, pour dire comme au quartier, le Premier ministre a appelé des papas. Des papas pour leur rappeler que le chez vous est sale. Voilà, la ville est sale. Et quand on dit Yaoundé, est-ce que le Cameroun se résume seulement à Yaoundé? C'est limite seulement à Yaoundé. Non, il faut être sérieux. Moi, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence, on a parlé tout à l'heure, d'une certaine permissivité de l'État, de nos dirigeants, je ne veux pas dire de l'État, de l'ordre régnant en place, qui pour des raisons, je ne vais pas dire ici parce qu'il fallait contenter ci, il fallait contenter ça, mais du moins, on a laissé faire les choses, on a laissé pourrir la situation pour qu'aujourd'hui on en arrive là. Qu'en 2025, au Cameroun, à Yaoundé, qu'on en soit à organiser toute une rencontre ou des rencontres pour rappeler aux gens qui ont été élus, qui ont brigué le suffrage universel, qui ont sollicité les voix des Camerounais pendant les élections pour s'engager à travailler dans ce sens-là et qu'aujourd'hui qu'on en soit à leur rappeler qu'il faut qu'ils balaient Yaoundé. Tout à l'heure, le maire Saint-Éloi Bidou nous décrivait le processus par lequel les dirigeants de la ville de Yaoundé ont été élus. Et on sait que c'est la discipline du parti qui a prévalu. Et que cette discipline du parti ne prend pas en compte soit l'expérience, soit les compétences, ou alors, ne serait-ce que la simple légitimité. On a des gens qui se retrouvent à la tête des villes, non pas parce qu'ils ont véritablement l'engagement nécessaire, le patriotisme nécessaire. Et la vision, le projet. Voilà. Ceux qui sont là, ils se sont présentés comme candidats avec quel projet? Ils se sont présentés comme candidats parce qu'ils ont payé, parce qu'ils financent le parti, parce qu'ils ont donné de l'argent. Jean-Jacques Zeu, moi je dis parlons comme au quartier, parce que c'est ce qui se dit au quartier. Vous avez beau habiller ça par des mots, au quartier on sait que pour être maire, il faut déposer une caution au sein du parti. Nous savons de quel parti il s'agit. Voilà. Il faut sur les choses palpables. Voilà. Est-ce que l'erreur n'est pas justement là au niveau du casting de ceux qui sont en charge de ces questions-là? Est-ce qu'on n'a pas mis de côté le critère qui devrait être fondamental? Moi, je veux être maire. Voilà ce que je veux faire. Voilà, justement. Et ça, c'est des questions qui ne sont pas posées au préalable.
on admet des gens encore que c'est des scrutins de liste. Donc, parce que vous avez financé, d'ailleurs, plus vous financez, plus votre nom figure en tête de liste. Saint-Éloi Bidou est là, il va pas me démentir. Donc, est-ce que... Dites pour vous, laissez oui, seul. non, il a été un acteur, il sait de ce qui s'est passé. Parce que c'est aussi ça qu'il faut qu'on mette sur la table. On se retrouve avec cette question-là aujourd'hui, parce que ceux qui ont la responsabilité... très souvent, n'ont pas de compétences ou même d'expérience. Encore que ceux qui ont démontré, regardez la plupart des maires aujourd'hui, je ne parle que des maires, ceux qui sont à la tête des exécutifs communaux, la plupart de ceux qui essayent de faire quelque chose sont soit, ils font face à des pesanteurs, en interne, c'est-à-dire au niveau du parti, soit comme tout à l'heure le copanéliste parlait des moyens. Est-ce qu'ils ont en réalité tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre leur vision, leur politique? Ça, il faut encore le savoir. Alors, on résume comment? La situation d'aujourd'hui est due à quoi? La situation aujourd'hui est due au fait que nous sommes dirigés par, reconnaissons-le, par un parti qui est omnipotent, qui est omniprésent, et qui nous a embrigadés. Les hommes qui sont là. Oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart des communes au Cameroun sont dirigées par les gens issus de ce parti et qui obéissent à la discipline du parti. Et la discipline du parti ne prend pas toujours en compte... Est-ce qu'on fait l'erreur de globaliser? Parce que vous avez quand même des villes dans ce pays qui sont très propres, qui sont également dirigées par les élus de ce parti. Parce que ce n'est pas une question d'incompétence individuelle et non la question... Il y a l'incompétence, mais il y a aussi qu'il faut parfois oser. Et ceux qui osent, pour certains, ils savent à quoi s'en tenir. Pour d'autres... Moi, je les appelle des extraterrestres, ceux qui arrivent à produire quelque chose. Il y en a quelques-uns qui parviennent. Mais aussi, il y a la méconnaissance même. On a un expert sur les questions de décentralisation qui pourra nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup d'élus au niveau des institutions de proximité que sont les CTD qui ne comprennent rien à rien en matière de direction de nos cités, de nos villes. C'est vous qui parlez souvent de la question de la direction. Est-ce qu'au Cameroun, on a la direction? On a des directeurs, on a des dirigeants, mais est-ce qu'on a la direction? C'est-à-dire la vision. Est-ce que cette vision est partagée par tous ceux qui dirigent le Cameroun? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. On se rend compte la question est là. Comment arrive-t-on à cette situation qui appelle l'intervention de tout un Premier ministre, M. Foyer? Monsieur Jean-Jacques Zé, je suis assez amusé. Je ne veux pas manquer, je ne veux pas être discoutois envers le chef du gouvernement, mais c'est la preuve de l'échec d'un pouvoir. S'il faut qu'un chef du gouvernement, après je ne sais pas combien d'années de décentralisation, prenne le bâton pour rappeler aux uns et aux autres que la ville est propre, la capitale du Cameroun est propre, et sale. Pardon. C'est assez grave. Et je vous dis pourquoi, M. Jean-Jacques Zé. Il y a 5 ans de cela, nous avons lancé un projet de production de plastique recyclable. Vous savez, dans toutes les grandes villes, vous trouvez des plastiques à chaque 50 mètres, ou lorsque vous mangez quelque chose, ou vous avez un déchet, vous pouvez jeter. Ce projet a commencé à prendre corps. Une autre entreprise concurrente à celle qui est aux affaires au Cameroun depuis des siècles ou depuis l'indépendance, allez savoir pourquoi elle est française. Je les salue en passant parce que j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont directeurs là-bas. Donc on n'a pas de rancune, hein, mais je dis juste les faits pour le Cameroun. Cette société ne nous rend pas service. Je vous dis pourquoi, M. Jean-Jacques. Les ordures, c'est un business. Nous avons déployé auprès du chef de l'État, bien qu'on ne sait jamais si les courriers arrivent à fin, et même si ça lui parvient, s'il a la capacité de les étudier. Il en a vraiment parlé du sujet. J'ai dit, je ne sais Vous pas. avez transmis votre dossier à la présidence. Oui, s'il vous plaît. Le sujet, il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de la transformation des ordures en 2 facteurs. Les ordures, quand ils sont transformés, localement, par des Camerounais, par des machines faites par des Camerounais, j'insiste là-dessus, il nous permet d'avoir l'électricité. Vous savez que le déficit énergétique est énorme. Il nous permet d'avoir du compost. Il nous permet d'avoir du charbon qui enrichirait. Et vous savez que, petite anecdote, beaucoup de gens ne savent pas que le charbon qu'on nous vend dans les marchés interdit légalement, est toxique pour notre santé. Et nous avons la capacité, avec ces tonnes d'ordures, de produire, prenons seulement du charbon, à satiété, et de le revendre même. Ou alors de l'utiliser pour des besoins domestiques. Nous ne le faisons pas. Nous dépensons plutôt des milliards qui sortent et qui appauvrissent notre économie pour des raisons que je ne peux pas expliquer. Pourquoi faudrait-il aller prendre une société française pour que les Camerounais prennent des peines sans masque pour enlever les ordures tous les jours? Je ne comprends pas le mécanisme. On est face à un échec total et c'est l'aveu d'une impuissance. Parce qu'au-delà de ça,
On peut parler des ordures, on en parlera, on peut parler des eaux qui ruissellent. Je crois qu'il n'y a pas que les ordures que nous pouvons voir, des eaux qui nous polluent l'atmosphère. Et pourtant, dans la plupart des villes environnantes à celle de Yaoundé, moi je suis de Bankomo pour ceux qui le savent, nous n'avons pas d'eau potable. Nous n'avons pas accès à l'eau. Et bien, ces eaux ruissellent pourtant devant nous. Quand vous allez dans les pays développés, tous les eaux sont recyclées. On a pourtant créé des, comment je vais dire ça, des centrales de traitement, hein, des dépurations. Mais est-ce qu'elles fonctionnent, M. Sansaxi? Envoyez vos enquêteurs. Ça ne fonctionne pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a des bureaucrates qui veulent faire le travail technique au Cameroun. Pendant ce temps, des ingénieurs chôment. Pendant ce temps, les vrais techniciens n'ont pas de l'ouvrage, ne sont pas pris en valeur au Cameroun. C'est ce qui plombe. Comment vous pouvez comprendre qu'on ne peut pas créer un barrage en 2025 ou 2024 à Mekim, à Longuevelay et tout, alors qu'on a du gaz? Je le dis tout le temps, les problèmes des ordures, c'est l'échec total d'un système. Or, ils ne sont pas recyclés à la nouvelle donne. Aujourd'hui, on transforme ces mêmes ordures en plastique. On transforme ces mêmes ordures en multiples ressources qui peuvent produire de la richesse. C'est-à-dire qu'on... Là, vous souhaitez que c'est l'État qui le fasse? En passant, est-ce que c'est l'État qui devrait le faire? Est-ce que vous avez proposé d'avoir une entreprise qui puisse faire dans la récupération, la transformation, et vous n'avez pas... c'est pour ça qu'on va se battre cette année avec notre candidat. Tout remettre à l'État, c'est dédouaner notre système entrepreneurial. D'ailleurs, on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. Est-ce que les gens n'ont pas senti que dans cette affaire, c'est une niche, que dans ordure, il y a de l'or dedans? C'est même de ça qu'il s'agit. Nous voulons même que l'État se désengage du problème des ordures. Si au lieu qu'une communauté, par exemple, urbaine comme celle de Yaoundé, dépense pratiquement 12 milliards chaque année et n'arrive même pas, parce que ça étouffe leur budget, à subvenir à payer normalement ces 12 milliards chaque fois, qu'elle abandonne cela au privé. Nous nous chargeons de récupérer les ordures, de les exploiter, de revendre le gaz, de revendre le charbon, de revendre l'électricité qu'on aura produit, et même de payer ces communes. C'est-à-dire qu'une plus-value serait reversée encore aux communes qui seraient plus riches. Elles encourageraient les ménages et d'autres à nous donner des ordures. Vous savez, vous vous êtes rendu compte que depuis quelques années, les gens collectent les bouteilles plastiques. Vous pensez que ça va où, M. Sansaxi? C'est pas l'État. C'est un privé, c'est des privés. C'est normal, non? Là, c'est normal. Mais c'est ce que nous demandons. Le faire, alors que vous pouvez le faire. Mais pourquoi l'État refuse de nous donner des agréments? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi l'État... Des agréments pour faire le traitement des ordures. Vous savez que oui, vous ne pouvez pas vous laisser, vous pouvez pas vous lever un matin et vous partez collecter les ordures, vous serez interpellé. Il vous faut une autorisation. Ça passe par beaucoup d'autorisations administratives. Que l'État bloque. Pourquoi est-ce que lorsqu'on lance les appels d'offres, pour ne pas parler de la société dont nous connaissons, qui est Mastodome au Cameroun, elle gagne systématiquement même quand elle est la plus disante? Parce qu'il y a des volontés que le système perdure, que les ordures s'entassent et qu'on débourse des centaines de milliards, ou excusez-moi l'exagération, qu'on débourse beaucoup de milliards pour les enlever à perte. Alors que des privés pouvaient les récupérer, les transformer, embaucher plus de Camerounais, produire de la richesse au niveau du Cameroun localement et nous servir beaucoup plus. Alors il y a les opérateurs privés du côté de Douala qui sont très engagés dans le ramassage, le recyclage des ordures. Est-ce que c'est compliqué, difficile de mettre en place une structure comme celle-là? Il faut bien que la question soit abordée parce qu'on va aborder la question de l'entrepreneuriat privé. Bonsoir à Info TV. La société Isacam a des impayés de factures où cette société ne parvient pas à payer les salaires des employés depuis le mois de décembre 2024. Jusqu'à présent, les employés Isacam n'ont pas les salaires. Avec la vie chère au Cameroun, ces employés font comment pour survivre à leurs besoins? Ils prennent quoi à la poubelle pour manger dans leur maison? Vous voulez que les villes soient propres, payer les employés, les éboueurs. Je suis employé Isacam. Que le super-maire laisse les mairies gérer les poubelles, lui, les routes. Bonsoir Info TV, je suis employé Isacam. Nous, employés Isacam, n'avons pas de salaire depuis le mois de décembre. C'est ce jeudi 27 février 2025 qu'on nous promet le salaire du mois de janvier. Jusqu'à présent, rien. On vit comment? Isacam, 3 mois de salaire non payés, c'est quoi qu'ils se sont entendus, décembre, janvier, février, et voici la fin du mois de février pour mars, donc 4 mois déjà. On vit comment au Cameroun actuel? Qui est un collectif d'employés des Isacam qui profitent justement de cette tribune pour lancer cet appel au règlement de leurs arriérés de salaire et doivent vivre comment? Ils vont aller porter les ordures comment alors qu'ils n'ont pas de salaire? Mais la question globale, celle de l'intervention du Premier ministre, il est dans son rôle ou c'est le résultat, comme le dit M. Foyette,
de l'échec du management dans le secteur des ordures ménagères? Je ne voudrais pas émettre de jugement sur ces sujets. Je voudrais me laisser aller à poser un ensemble d'observations et à identifier les acteurs, leur rôle et les dynamiques au sein desquelles ils évoluent. Premier ministre, chef du gouvernement, anime le gouvernement qui a la charge d'implémenter la décentralisation en même temps que les collectivités territoriales décentralisées, parce que tous sont des acteurs. Et aucun d'eux ne peut déterminer une action efficace sans faire appel à l'autre, ni bénéficier de son concours. Nous avons au niveau de l'enlèvement des ordures une grande rigidité avec des contrats qui ont été passés par l'État et qui courent. En matière de décentralisation, l'enlèvement des ordures fait partie des compétences qui ont vocation à être dévolues aux collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire, toute chose est bien faite. Le maire de la commune de Yaoundé 6e doit identifier un opérateur contractualisé avec lui dans le cadre des respects des lois et règlements de la République. Lui, il est confronté à une première rigidité, ce qu'on appelle l'élément communautaire. La donnée communautaire voudrait qu'au-dessus de lui, tout ce qui est susceptible soit d'attirer des gens venant de moins de 2 communes ou d'impacter sur des acteurs venant de moins de 2 communes. Ça veut dire, si une boutique est à l'extérieur là, et qu'elle a vocation à faire interagir des acteurs venant de Yaoundé 4e et de Yaoundé 3e, elle commence à relever du domaine communautaire, c'est-à-dire la communauté urbaine. Et vous savez que relever du domaine communautaire peut apparaître comme un serpent dont la queue et la tête ne sont pas véritablement identifiables. Après la collectivité, vous avez le régulateur qui supervise la décentralisation, qui est l'État, c'est-à-dire le président de la République, le gouverneur et puis le préfet. Comment est-ce que ces acteurs jouent dans cette opération? Je vais donc descendre sur le terrain pour vous indiquer qu'entre la poste centrale jusqu'à la voirie municipale, vous voyez ce qu'il y a là en ce moment. Ce qu'il y a là en ce moment ne peut pas relever de la compétence opérationnelle d'une collectivité territoriale décentralisée. Je parle de la compétence opérationnelle d'une collectivité territoriale décentralisée et ça induit un coût énorme pour l'État en matière de tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pouvez imaginer. C'est à ce niveau qu'on interpelle l'autre rigidité. Est-ce que l'État ne peut pas faire autrement? Nous savons que le Cameroun croule sous le poids de la dette. Et vous savez, quand vos créanciers arrivent chez vous, ils ne vous demandent pas ce que vous avez à faire. Ils disent notre argent et notre argent. Le Cameroun est dans cette situation depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à encourager les citoyens à se saisir d'un ensemble de possibilités qui sont dans leur écosystème pour pouvoir avancer. Cas pratique. Nous avons des montagnes d'ordures qui émergent partout. On vous dit, Zakam, c'est des marchés, c'est ci ou ça. Est-ce que vous êtes convaincu que les citoyens organisés ne peuvent pas régler cette question? Je suis convaincu que les citoyens organisés dans chaque territoire peuvent régler la question. Sur les routes, entre la poste centrale et Prestige Hôtel, disons c'est 1 kilomètre. 1 kilomètre de bitume coûte combien? Même si c'est 1 milliard, disons qu'1 kilomètre de bitume c'est 1 milliard. Combien de véhicules passent là? Vous pensez qu'entre un véhicule qui va perdre son amortisseur à cet endroit chaque jour, qui va perdre ses pneus, qui va perdre du temps, qui va perdre en matière de prestige, parce que nous accueillons des acteurs qui font de la coopération internationale. Et quand ils arrivent, ils vous demandent où est le centre-ville. Vous commencez à chercher le centre-ville, parce que vous ne pouvez pas leur dire le centre-ville, c'est autour de la poste centrale. C'est autour de la poste centrale. On vous demande où sont les places fortes
de votre capital, c'est-à-dire que quel est l'endroit où la terre a le plus de valeur dans votre capital. Mais vous êtes très embarrassé. Vous ne pouvez pas aller au marché central, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas passer par la poste centrale, c'est très compliqué. L'avenue Kennedy, ça fait un coût économique énorme que nous pouvons récupérer en faisant autrement. Est-ce qu'on ne peut pas permettre aux citoyens de s'organiser pour régler leurs problèmes? Je crois que c'est pour cela que le président de la République avait instruit l'accélération de la décentralisation. Et dans cette accélération, il y a ce qu'on appelle le financement participatif. C'est-à-dire le financement citoyen voudrait que les citoyens se concertent. C'est pour ça qu'on crée des comités de village, de quartier, des collectivités. Se concertent et se disent, voici nos problèmes. Et ouvrent un dialogue avec l'État, trouvent les financements qui vont avec et puis adressent leurs questions. Moi, je voudrais suggérer, que l'État accélère le processus de décentralisation et permette aux collectivités de prendre en main ce que lui, État central, ne peut plus prendre en main parce qu'il est engagé au plan international, il est engagé au plan national et il n'a pas d'argent. Deuxième chose, que les collectivités sortent de l'attentisme. Vous savez, quand vous parlez, vous discutez avec les collectivités, on vous dit qu'on attend l'argent des finances. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que c'est des collectivités qui n'ont pas de projet territorial. Effectivement. Elles n'ont pas de projet territorial. Si quelqu'un vous dit, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, bon, on attend un peu d'argent là qui va arriver. Ça va donc plus loin jusqu'au mode de désignation des élus locaux qui, visiblement, ne sont pas désignés sur la base du projet territorial qu'ils soutiennent auprès de leurs électeurs. Et quand vous n'êtes pas élu sur la base du projet territorial, c'est évident qu'il y a une déresponsabilisation qui va s'accompagner de cela, en plus de la navigation à vue. Parce que si vous avez un mandat de 5 ans et que vous allez découvrir la collectivité pendant 2-3 ans, il vous restera 2 ans au cours desquels votre conseil municipal ou régional sera déjà éclaté. Parce qu'à la 3e année, on joue déjà votre succession. Vous aurez déjà des préoccupations de préparation d'élection. Donc, vous ne pouvez pas travailler. Et troisième chose, les citoyens doivent prendre en main leur destin. C'est ce qu'on appelle la société civile. Ils doivent prendre en main leur destin en développant leur autodétermination. Qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? Mais Jean-Jacques, si vous arrivez dans un écosystème et que vous dites, on voudrait quelqu'un qui pilote cette affaire. Qui veut? Les gens vont se regarder et personne ne va se désigner. Personne ne va se désigner, ça veut dire que la société a structuré les acteurs à ce qu'il n'ait pas l'ambition de porter un projet. La conséquence immédiate, c'est quoi? C'est que la capacité à créer de la valeur est faible, puisque les gens ne prennent pas d'initiative et donnent l'impression de ne pas avoir d'ambition. Ça se caractérise dans nos administrations où on vous dit le seul qui a le pouvoir d'initiative, c'est le chef. Et dans nos sociétés, on vous dira, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et si vous êtes dans une société, une société où vous devez vivre caché, c'est une société qui n'est pas faite pour le développement. Et j'ai peur que cette structuration sociale ne soit pas compatible avec notre volonté de développement et ça se manifeste pas seulement sur les routes et sur les poubelles, mais ça se manifeste sur l'ensemble des choses auxquelles nous sommes confrontés. D'accord, on prend l'avis de quelques téléspectateurs avant de poser la question tout à l'heure à Saint-Éloi Bidou. Est-ce que finalement il ne faut pas une sorte de plan Marshall, quelque chose de dur, de solide et de rapide, parce que le schéma qui se dessine à la primature indique que ce n'est pas pour demain que la solution sera trouvée. Bonsoir monsieur, belle émission. Toutes ces manipulations sur les réseaux sociaux, en tout cas, on va quand même lire votre message, sont à des fins politiques. Le pouvoir ne se gagne pas dans les réseaux sociaux et que votre message a réussi à faufiler. Bonsoir monsieur Foyep. Est-ce que Isaac Am est une société publique? Sortant du système capitaliste, où est-ce qu'il est passé? Du système capitaliste occidental colonial en déclin. Il faut boucler les processus d'implémentation de la décentralisation et de la décolonisation. Le Cameroun n'a pas un système de production qui lui permette de maîtriser la production des ordures. Bonne soirée de Ngoulou Vundi Vincent.
à Douala qui nous envoie ce message-là. Le processus d'implémentation de la décentralisation est bloqué à l'étape du changement de l'organisation territoriale de l'État. L'État, c'est aussi la commune, la région et d'autres qui ne sont même pas encore créés. Il faut tout simplement sortir du système capitaliste occidental colonial pour régler la situation, dit-il. Joseph de Siméon participe aux échanges. Bonsoir Jean-Jacques, à ton riche panel et aux nombreux téléspectateurs. Concernant le cas du nationaliste, on reviendra sur la question du nationaliste dans un programme qui sera spécialement dédié à la question. Bonsoir le plateau, il s'agit d'un problème de volonté politique. Le gouvernement doit décentraliser la gestion des déchets. Il y a trop de problèmes dans ce domaine. Cela passe par, premièrement, la collecte et évacuation des déchets. Il explique qu'il s'agit de collecter et évacuer les déchets ménagers, industriels, etc. Deuxième étape, traiter les eaux usées, telles que Foyette l'a dit tout à l'heure. Elles doivent être traitées pour éliminer les polluants et les agents pathogènes et avant d'être rejetées dans l'environnement. Troisième étape, gestion des déchets solides. Quatrième étape, la construction et la maintenance et entretien des infrastructures. Ces infrastructures doivent être régulièrement entretenues et maintenues. Enfin, la sensibilisation et l'éducation de la population. Pour améliorer la situation, il est donc essentiel de mettre en place des politiques et des programmes efficaces pour améliorer les infrastructures d'assainissement, sensibiliser la population et promouvoir les pratiques d'assainissement citoyennes et responsables. Merci Simo Mambou, qui est homme politique et président de l'UPA, qui est un parti politique, qui envoie également sa contribution. Alors, c'est Saint-Éloi Bidon. Est-ce qu'on peut raccourcir ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde dit accélérer la décentralisation. D'accord, on n'est pas encore là, on ne sait même pas qui détient l'accélérateur. Celui qui demande d'accélérer, il veut qui accélère. Quand le président dit accélérer la décentralisation, qui a l'accélérateur? Et ce n'est pas à son niveau. Le Premier ministre dit allez faire l'étude, vous avez 2 semaines, venez poser la copie, encore que ce n'est pas la première réunion. Le ministre Célestine Ketcha-Koutes est actuellement à Dakar pour aller voir le modèle dakarois, après Kigali, au Rwanda, pour aller voir la méthode de ce côté. Finalement, les ordures nous dépassent là. C'est pas trop tôt. Non, je crois que la décentralisation a des problèmes d'implantation dans notre pays parce que elle a été pensée par certains et la responsabilité d'implantation par d'autres. Et vous savez, une œuvre humaine qui sort des mains de son auteur est appelée à être dénaturée. C'est Marafa Amidou Yahya qui a pensé la décentralisation. Il avait certainement une idée, une vision qu'il a partagée avec le président de la République. Malheureusement, on sait où il séjourne aujourd'hui. J'ai dit que le problème des ordures, le problème des ordures ménagères est un problème sérieux. Tu ne peux pas avoir l'ambition de devenir super-maire de la ville de Yaoundé sans un plan préalablement pensé et qui a besoin d'exécution. Tu ne peux pas avoir la prétention de devenir ministre du développement urbain si tu n'as pas un plan d'urbanisation, d'aménagement des villes dont tu as la charge. Alors, quand il se pose des problèmes, vous avez des solutions de sapeurs-pompiers, le genre où donnez-moi 13 milliards, je bouge tous les nids de poules. À la réunion, justement, la primature, on a demandé beaucoup d'argent, entre 15 et 16 milliards. Quelle est la solution? Donnez-nous l'argent. Donnez-nous l'argent. Vous voyez, voilà des gens qui arrivent aux affaires sans plan, sans vision. Et on se retrouve dans la haut. Je suis sûr que si le président Amadou Ahidjo sortait de sa tombe, il sera gravement dépaysé. Parce que le Yaoundé qui l'a laissé, c'était le Yaoundé qui avait des routes, c'était le Yaoundé qui avait une institution qui ramassait les ordures, c'était le Yaoundé qui était propre, c'était le Yaoundé où il faisait bon vivre. Aujourd'hui, Yaoundé est devenu un problème
de salubrité et publique et un problème de santé publique. Parce que les épidémies de choléra et autres. C'est vrai que quand on a créé une société comme Isakam pour ramasser les ordures à Yaoundé, tout Yaoundé n'avait pas 500 000 habitants. Oui. Et on a créé le dépotoir des ordures. Le premier, il était situé là où il y a la station Total Mélène au niveau du carrefour Rénia. En face du carrefour Rénia. Ah bon, à cet endroit-là? Si, c'était là le premier dépotoir de la ville de Yaoundé. C'est quand Yaoundé commence à grandir qu'on va créer le dépotoir à Etoubébé. Au carrefour Etoubébé. C'est là l'autre dépotoir. Et après, Yaoundé évolue, on va créer le dépotoir à soi. En Kolfoulou. Oui. Si vous prenez la distance qu'un camion doit faire entre Johannesburg, un quartier du côté de Bafong de Mendon, et soit, ça fait 35 km. Et 35 km à parcourir pour aller verser un cubage insignifiant d'ordures ménagères. Alors, face à toutes ces situations-là, moi je me souviens quand j'étais premier adjoint au maire à Yaoundé 6, j'ai fait des propositions au maire. Au délégué du gouvernement, M. Tchibévou. Mais vous savez, l'ordure, c'est l'or, comme vous avez dit. Il y a le mot or là-dedans. Et il y a effectivement de l'or là-dedans. C'est pour ça que ça divise. Ça divise. On a suggéré au délégué du gouvernement, compte tenu du cubage important, Yaoundé 6, à lui tout seul, à plus d'1 million d'habitants. Plus que Yaoundé, tout Yaoundé avait au moment de la création de cette histoire. Il est donc question de partager. C'est vrai qu'il y a de l'argent là-dedans, mais il faut partager. C'est pour ça qu'on avait suggéré qu'une commune, comme chaque commune, crée un dépotoir. Ce serait facile pour Yaoundé 6 d'avoir un dépotoir de transit. Plus loin, oui. De transit. C'est le transit des ordures. Donc, les communes s'organisent pour récupérer les ordures. Quand vous dites que Mme Ketia Courtez est allée voir le modèle sénégalais, non, elle peut aller voir l'expert de centralisation. Disait tout à l'heure, moi je connais le modèle, par exemple, béninois, le modèle togolais. Il n'y a pas de société de transport d'ordures. Très important de le souligner. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est une affaire de tous. C'est la proximité. Chaque matin à 6 heures, que tu sois ministre de la République, tout le monde a rendez-vous à 6 heures pour apporter ces ordures-là. Les communes ont des motos, des engins, des tricycles que nous avons maintenant. Ces tricycles récupèrent et ramènent ça à l'endroit dans la commune où on collecte. On peut faire le collecte, on peut faire le tri et on peut faire la transformation. Et ça se passe tellement bien que quand vous arrivez, vraiment j'avais encore, quand vous m'avez encore appelé ce matin, aujourd'hui, pour me dire de venir à une émission pour parler de ça. Quand j'ai regardé la déventure, c'est-à-dire l'école polytechnique, la prestigieuse école polytechnique, vous voyez la montagne, c'est, on dirait l'Himalaya d'ordures qu'il y a devant. Alors, il faut que les gens apprennent. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre sévit dans le domaine. Il y a 5 ans. En 2023. Oui, il avait déjà sévi. Mais j'ai dit que la chose est grave. Et voilà des choses qui nous ramènent sur le plan politique à penser que, comme nous sommes à la veille des élections,
on va faire un peu le blanc veut... Merci. On va faire le Tana et puis, une fois qu'on aura voté leur champion, on va retomber dans les mêmes travers. D'accord, bonsoir le panel. À quoi servent les maires d'arrondissement? C'est une honte en 2025 qu'il faut l'intervention du Premier ministre pour le ramassage des ordures dans la ville de Yaoundé pour un pays qui se veut émergent en 2035. C'est Willy de Douala qui envoie ce message. Merci, merci Monsieur Séverin. Très belle démonstration du fonctionnement de la décentralisation. Juste en 20 mots de notre gouvernement, Monsieur Douala qui envoie également sa contribution. S'il vous plaît, Jean-Jacques Zé, très bonne émission. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un emploi. Peu importe, monsieur, s'il vous plaît, je suis un jeune Camerounais de 34 ans, donc bientôt tu traverses. Vous voyez que les conduits vont lui donner l'emploi. Voilà, 34 ans avec une licence. Je essaie de chercher un emploi, mais en vain, de grâce, au plaisir de vous lire cordialement. On a lu votre message en direct, et là, 34 ans, il cherche un emploi, et vous disiez justement que sur la chaîne des ordures, qu'il ne faut pas regarder comme des déchets, parce que le problème au Cameroun, c'est que l'ordure est traitée comme au village. À l'époque où on fallait seulement aller ramasser pour aller verser dans le fumier. Encore que c'est versé dans le fumier. Dans le coude. Chez nous, on dit coude. Voilà, aller verser de ce côté-là. Mais on n'a pas mis tous les éléments qui doivent permettre à ce que l'ordure ne soit plus considérée comme les déchets. Si vous permettez, Jean-Jacques, il y a un téléspectateur qui a interagi tout à l'heure en disant Isaac Am a été créé par qui, je ne sais pas trop bien. C'est une société d'État. Il y a une confusion, il y a un amalgame. Il faut rappeler qu'Isaac Am n'est pas une société d'État. Il souhaitait qu'on sorte du capitalisme. Voilà. Et c'est même de ça qu'il s'agit. Je vais prendre un exemple. Dans la commune de Bankomo, permettez-moi de raconter rapidement ce fait qui concerne les ordures. Le maire Junior Fouda, qui n'est pas de mon parti, mais que je salue en passant, a eu la sagesse de faire appel à notre petite expertise avec Madame Laura Matala. Nous avons travaillé pendant des mois pour savoir comment résorber le problème d'ordures dans la communauté de Bankomo sans moyens. Vous allez être surpris par ce que je vais vous raconter. Nous avons pris notre temps, nous avons étudié avec la mairie comment est-ce que les ordures sont composées. C'est 80% d'éléments biodégradables. Organiques. Donc, quand vous les brûlez simplement dans un fût en fer, je dis ça pour que vous compreniez, le jeune homme qui cherche un emploi, le Cameroun est rempli de potentialités et d'argent. Nous brûlons ça dans un fût en fer avec un peu une forme d'amidon et ça donne ce qu'on appelle du charbon bio, du charbon organique qui est totalement bio, qui est durable et qui se vend très bien. Donc juste en brûlant les déchets qui ont été triés, vous avez un résultat superbe. Et vous pouvez le vendre, vous l'utiliser chez vous, et ça vous donne une source de revenus. On a commencé à former les femmes dans les différents quartiers gratuitement, à transformer cela. Je peux vous dire que dans la commune de Bankomo, c'est une expérience assez enrichissante. Même si le projet n'a pas tellement prospéré, les femmes ont adhéré et de plus en plus, vous avez une cinquantaine, une centaine de femmes qui ont commencé à produire elles-mêmes leur charbon. Sur le plan de l'écologie, c'est un gain. Sur le plan des finances, elles gagnent parce qu'elles ne partent plus acheter du charbon au marché. Et quelquefois, c'est une source de revenus pour elles. Parce qu'elles peuvent revendre le surplus de charbon qu'elles ont elles-mêmes produit de leurs propres déchets domestiques. Et ça rejoint un peu le type de stratégie qu'on a mis au Bénin. C'est pas Je vais rappeler le problème des ordures au Cameroun rapidement. C'est le combat qu'il y a, c'est l'argent que l'État débourse pour payer ces entreprises qui collectent ces ordures. Je rappelle que le type de dépôt que nous avons, c'est un type de dépôt nocif pour la santé. Aller enfouir les ordures détruisent la couche. Il faut qu'on le dise assez aux Camerounais. Les nappes phréatiques va même polluer l'eau. Si par malheur une nappe passe par là, nous avons besoin d'utiliser ces ordures et de les transformer. Est-ce que vous savez un autre plus gros danger que nous courons dans notre pays? Les ordures ménagères qui sont jetées un peu de partout ont aussi des ordures biomédicales qui sont très souvent des choses qu'il faut détruire particulièrement. Combien de mairies au Cameroun ont un incinérateur biomédical qui ne coûte pas, excusez-moi, sans publicité, 1 million de francs CFA? Ils n'en ont pas. Que font les petites cliniques, les petits hôpitaux? Ils prennent les seringues après avoir injecté un CDR, après avoir fait avorter. Excusez-moi, une femme et tout. C'est des choses que nous savons qui se pratiquent autour de nous. Et on les balance comme ça dans la nature. la nature.
Écoutez comment ça revient dans votre plat, M. Jean-Jacques. Le petit débrouillard qui va fouiller la nourriture pour nourrir ses porcs, mélange ça à l'intérieur, il peut donner à ses porcs. On parle du fœtus? Non, pas forcément. C'est déjà Les déchets médicaux. Les déchets médicaux. Tout ce qu'on peut imaginer. Cela se retrouve dans notre plat de porc le soir. C'est ça que je parle. On s'est compris très bien. Mais vous comprenez que on est dans danger. C'est donc une question très très profonde. Permettez que j'accueille Georges Paffé-Oundi qui nous retrouve. Raison du retard, les routes sont bloquées. On nous a informé. On nous a informé pas seulement les nids de poules, il y a une activité dans la circulation et il y a une haute personnalité qui est censée se déplacer. Et le frère a souffert un peu de tout cela. Mais il est quand même arrivé. Merci d'avoir été si endurant. Je sais que il y a eu des étapes de marche à pied. Il y a peut-être eu un peu de moto aussi, mais il est arrivé. Il y a juste une certitude, c'est que quand je fais une promesse, je la tiens. Voilà, malgré les difficultés. Il faut des gens comme ça. On parle justement des ordures ménagères et l'initiative que le Premier ministre a prise. Et merci à ceux qui nous ont écrit pour rappeler qu'il n'y avait pas que les ordures au menu. Il y avait également la dégradation de la chaussée. On ne l'a pas oublié, ce côté-là. Est-ce que finalement, face à ce qu'on vit aujourd'hui, il ne faut pas un plan Marshall? Tellement d'études, de projets, de propositions, des voyages à Dakar, à Kigali ont été réalisés, l'expérience béninoise, togolaise et tout cela dans nos têtes, dans nos calepins, mais rien sur le terrain. Est-ce qu'il ne faut pas que les Camerounais se lèvent un jour à Yaoundé pour dire que non, on en a marre, on nettoie d'abord, venez avec les camions si vous en avez, on en a avec les camions du génie militaire s'il y en a, nous on va prendre les pelles, on va porter les... Est-ce qu'on n'est pas arrivé à cette étape de ras-le-bol que les Camerounais décident de mettre eux-mêmes un plan Marshall en marche? Déjà, je dis bonsoir à tout le panel. Je suis particulièrement heureux de retrouver mon grand frère Saint-Edouard ici, qui à un moment a fait partie d'un exécutif communal et l'expert en matière de décentralisation, le grand frère Assembe, pour dire que dans cette histoire d'assainissement de la ville, que ce soit pour les ordures ou que ce soit pour la voirie, c'est un serpent de mer. En fait, ce n'est pas un serpent de mer, c'est une histoire de gros intérêts et de beaucoup d'argent. Dans la réception que l'organisation du Premier ministre dernièrement, vous avez vu les maires d'arrondissement avec le super maire de la ville, les ministres des Finances, le ministre des Travaux publics et le ministre de la décentralisation. Tout ça veut dire que... Il m'a été représenté parce que voilà les acteurs clés dans cette histoire. Au moment où nous parlons, ce n'est pas des initiatives qui manquent. Il y a des dossiers qui sont sur la table du super maire de Yaoundé, ne serait-ce que pour la collecte des ordures. Et dernièrement, il y a eu une sortie du DG d'Isakam à Cameroun Tribune qui expliquait exactement les problèmes qu'il y a à ce niveau-là. C'est un problème de moyens, de disponibilité de moyens. Et à ce moment, ils sont en train de faire une sorte de décentralisation de la collecte des ordures. Et c'est une histoire de gros enjeux financiers. Parce que quelqu'un aurait une société qui doit absolument prendre ce marché lot par lot au détriment d'Isaac Amkiel qui est le collecteur souverain que tout le monde connaît. Ça me rappelle un peu la citation. Ce n'est pas parce qu'il manque d'initiative, c'est juste parce qu'il faut savoir où ira l'argent de tout ce gros marché. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la poche de chacun? Se retrouve dans une poubelle à ciel ouvert. C'est ça qu'il faut dire aux alors il y a une célèbre penseuse de la République qui avait dit, parlant du sida, qu'elle avait l'impression que les gens luttaient autour du sida et non contre le sida. C'est un peu la même chose à Yaoundé actuellement. Vous savez, pour parler de plan Marshall, je suivais encore un reportage aujourd'hui dans une chaîne concurrente qui parlait de l'ancienne route, de l'ancien itinéraire présidentiel, sans savoir qu'aujourd'hui, ça allait être bloqué dans le nouvel itinéraire. C'est-à-dire que c'est une route laissée à l'abandon. Lorsque vous prenez du carrefour Mban au rond-point Simalène en passant par Oja, c'est plus une route en fait. C'est devenu une piste. Oui. Donc c'est un peu tout se laisser aller là, toute cette histoire. Moi je ne veux pas toujours tout ramener à la guerre de succession et tout, mais on a vraiment l'impression que tout le monde est en train de tout faire pour se faire sa petite prébande. Donc toute la danse autour de venir avec les propositions, vous avez 2 semaines pour faire les propositions. Ce n'est pas les propositions qui manquent. À ce niveau-là, on ne va pas nous tromper. Les propositions ne manquent pas. Comme je vous dis, les contrats sont sur la table de qui de droit. Juste que, par intérêt, ces contrats-là ne sont pas signés. Parce que la société qui doit s'attribuer ces lots est même déjà connue. Et comme il y a un blocage au niveau des bailleurs de fonds par rapport aux capacités de cette entreprise-là à faire ce travail, il y a donc le blocage. Voilà ce qui se passe. Alors, là, on est au niveau du super maire, mais la question est celle de la décentralisation. Pourquoi ne pas permettre à chaque commune
de choisir son opérateur parce que le territoire est plus léger par rapport à la grande ville de Yaoundé, à ces 7 communes. Jean-Jacques Zé, les questions qui relèvent de la proximité ont toujours de la difficulté à être traitées dans un cadre macroéconomique. L'enlèvement des ordures relève de la proximité et ne peut pas être décidé au niveau du Premier ministère. Matériellement, ce n'est pas possible. Pratique. Deuxième rigidité, nous sommes dans un modèle économique qui est en mutation, c'est-à-dire que l'ordure qui était le déchet est devenue la matière première. Absolument. C'est une variable qu'il faut nécessairement intégrer et qui va fondamentalement modifier la perception de la relation entre l'État du Cameroun ou les structures qui gèrent le sujet avec les différentes entreprises qui gèrent la chose. On ne peut plus aujourd'hui parler d'Isacam, qui enlève les ordures à Yaoundé 6e, qui ne les traite pas à Yaoundé 6e pour faire tourner l'économie de Yaoundé 6e. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est la matière première. Il faut construire un mécanisme d'économie sociale qui génère des emplois sur place. Les ordures, quelques éboueurs qui portent des choses, mettent dans les camions et tout ça. Non, ça c'est dépassé. Pour aller les enterrer. C'est de l'économie sociale aujourd'hui, c'est-à-dire que dans chaque quartier, c'est structuré, déchets solides, déchets biodégradables, déchets non biodégradables, et ça s'enlève, ça se collecte, de proche en proche, ça construit la montagne. Tout à fait. Et chaque type de déchet va dans le circuit économique qui correspond à sa spécialité. C'est ça. Et comme nous sommes dans une économie circulaire, et vous savez que dans la grande relance économique du Cameroun, l'économie circulaire fait partie des grands secteurs identifiés. Et cette économie circulaire doit partir des ordures ménagères. Et une fois que ça part des ordures ménagères, l'État du Cameroun a pris des dispositions financières et juridiques pour que ça rentre dans l'économie, que ça génère des emplois, ça crée de la valeur, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on va s'en priver? Alors ça peut résoudre le problème du chômage. Ça peut apporter une réponse forte à la création de valeur ajoutée et de richesse. 2. Et si on dit création de valeur ajoutée, il y a la fiscalité derrière. Nous sommes dans une économie où les recettes fiscales ne permettent pas de couvrir nos besoins essentiels. C'est la raison pour laquelle nous recourons à de l'emprunt pour tout et n'importe quoi. Une fois que nous avons des secteurs qui peuvent, pourquoi on n'y va pas? Nous devons y aller. Je terminerai en disant, vous savez que c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Nous avons un État fort, nous avons un secteur privé moyennement, on peut dire fort ou faible, mais moyennement, et nous avons une société civile qui n'existe pas. Tant que nous sommes dans cette configuration, la logique des contre-pouvoirs ne va pas fonctionner et le pays aura de la difficulté à se développer. C'est pour cette raison que nous félicitons l'initiative du GECAM. Vous savez, l'axe de communication, le GECAM fait les rencontres économiques de Yaoundé, du Cameroun, pour relancer l'économie camerounaise. Ça, c'est révolutionnaire. Habituellement, on a l'habitude de dire, c'est le ministère de l'économie, des finances et n'importe quoi là, qui parle de la relance économique. Cette fois, les privés se disent, nous on organise, nous allons relancer l'économie. Pareil au niveau de la société civile, les organisations doivent se lever et structurer des plateformes d'acteurs suffisamment puissantes qui vont donc influencer les pouvoirs publics. Parce qu'en l'État, les pouvoirs publics ne peuvent pas apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons en ce moment s'ils ne sont pas accompagnés par des contre-pouvoirs suffisamment forts. Alice Omer, vous êtes interpellé, vous de la société civile. Vous ne jouez pas votre rôle de contre-pouvoir. Vous laissez le pouvoir allègrement faire ou ne pas faire. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de l'expert. Vous acceptez qu'on vous flagelle un peu? Oui, pas seulement flageller. Moi, je pense que je vous ai dit qu'il faut parler en des termes de sorte que les citoyens moyens là, qui ne comprennent pas le grand français, nous comprennent. Ce qu'il faut dire, il faut faire un constat aujourd'hui, c'est l'échec à 2 niveaux. L'échec des dirigeants, c'est-à-dire les gouvernants, ça on n'en parle plus, on est tous au courant. Mais qu'est-ce qu'on propose en face? La société civile dont il est question et qui est interpellée ici, que moi j'interpelle personnellement et dont j'en fais partie,
s'est laissé aller dans la chasse à l'argent. La société civile existante aujourd'hui est devenue une société prestataire de services. C'est-à-dire que les gens captent des financements qui viennent de l'extérieur. Je vous ai dit le matin que le ministre Atanganji n'était pas tout à fait éloigné de la vérité, des chiffres. On peut encore concernant contester. les financements. Oui, et il n'est le pas. flux Je dis, d'argent vers la société civile. tout à fait. Si on fait le dip de la société civile, on va se rendre compte que c'est des milliards, des centaines de milliards qui circulent Donc finalement, c'est des comptoirs. au tout sein simplement. de la société civile. Mais sauf que vous avez plusieurs types d'acteurs. Vous avez ceux qui travaillent et dont on peut aujourd'hui évaluer les actions et capitaliser quand même quelques actions, quelques résultats. Il y a quelques organisations de la société civile qui travaillent et dont on peut juger de la qualité des actions. Mais vous avez la plupart qui sont des prédateurs, des capteurs de financement, qui sont censés justement faire, comme l'expert la décentralisation l'a dit, participer en tant que partenaire avec le gouvernement pour notamment travailler sur les questions de sensibilisation et d'éducation des populations. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore des populations. Si nous étions des citoyens, tout ce qui se passe là ne se passerait pas. Alors, les acteurs le pêle-mêle. sont interpellés. Si vous permettez, je voulais vous prendre quelques clichés, quelques images. Oui. Aujourd'hui, dans notre pays, je crois que c'est le maire qui parlait de la montagne d'ordures devant Polytech. ce symbole qui est Polytech. Aujourd'hui, au Cameroun, on n'a plus peur des symboles. On n'a plus peur des symboles. On n'a plus peur de rien. Comment comprendre que là où on a écrit une plaque, on a mis vert ou jaune des deux côtés, on met interdit d'uriner. C'est là que le Camerounais, lui, va uriner. Non pas parce qu'il ne sait pas qu'il ne faut pas uriner là. C'est pour vous dire ce que vous dites là, c'est pour vous là-bas. Pourquoi? Parce que nos dirigeants, qu'ils soient au niveau de l'administration ou bien dans les collectivités territoriales, quand vous regardez leur train de vie, ils évoquent chaque fois le manque de moyens. Mais est-ce que vous voyez comment c'est le train de vie de ces dirigeants-là, qui sont même très souvent, Jean-Jacques Zeu, allez sur Google, tapez, vous allez voir, vous allez constater que le Cameroun figure parmi les 5 pays au monde, et tous les 5 pays sont de l'Afrique, où on observe la plus grande concentration de véhicules 4x4 en pleine ville. En ville. En 4x4 en ville. Dans les pays que nous connaissons développés et que nous citons souvent en exemple, ça ne se fait pas. Ça s'explique comment? Simplement parce que ces gens-là... savent que les routes sont mauvaises. Les routes sont mauvaises. On a parlé tout à l'heure de la question de l'abri et de routes. Je vous prends une anecdote. Carrefour, peut-être pour ceux qui connaissent. Il y a pratiquement 8 mois aujourd'hui, presque un an, la commune de Yaoundé, communauté urbaine, ils sont allés là-bas un matin, il y avait des petits trous comme ça. Ils sont venus avec des engins qui coupent le goudron là. Ils ont taillé. Aujourd'hui, allez voir ce que c'est devenu. Allez voir ce que c'était devenu. Ça faisait partie des financements qu'ils ont sollicités pour boucher les trous dans Yaoundé. Aucun trou n'est bouché. La route de Mambo qu'on venait de refaire là, allez du côté qui va vers Kondengui. Vous allez voir qu'après une certaine distance, vous retombez dans les trous. Dans les trous. On passe ça tous les matins et on constate cela. Alors, si vous permettez, la dernière chose, le rôle de la société civile, justement, le rôle de la société civile, il faut... Je vais vous prendre une petite anecdote. Il y a quelques années, quelques mois, rapidement, en 30 secondes. Il y a un ami qui est venu de l'Europe et il est venu visiter Yaoundé, c'est un de vos collègues, je ne vais pas le citer ici, Cyril Bojiko, que vous connaissez très bien. Après avoir fait le tour de la ville, pour revenir à ce que l'expert disait tout à l'heure, il lui demande, mais où est la ville? C'est-à-dire, il avait l'impression qu'on était en périphérie. Il est en plein Bonanjo. Il est étonné de ce qu'on lui dise que c'est ça le centre-ville. Il n'y a aucun attrait, aucun lien, aucun symbole qui montre que nous sommes dans la ville. C'est une absence criarde de projection et de planification et de vision. Bonsoir à vous et à votre panel. J'ai une question s'il vous plaît. Certes, les populations ne sont pas les mêmes, tant en nombre qu'en mentalité, mais dites-moi, qu'est-ce qui peut expliquer un tel niveau d'incivisme des Camerounais? Vous parlez du Rwanda et du Sénégal. Vous avez déjà vu comment ces citoyens, à ne pas confondre avec population, se comportent. Les Camerounais sont de gros inciviques. Dans d'autres villes, à l'instar de Garoua, qui est propre, Limbé, avant ce que nous connaissons, était très propre. Banganté est propre. Et pourquoi pas les autres villes?
il y a un tel décalage de mentalité d'une ville à une autre qu'on se demande aisément si nous sommes tous dans le même pays. À Garoua, où je vis, les mototaximens ne violent pas les feux, les habitants ne jettent pas les ordures au sol. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Certains de nos panélistes posent le problème d'argent, mais moi, quand je regarde mon bulletin de paye, je vois une taxe communale qu'on me prélève. Elle sert à quoi? Donc, aucune politique ne sera efficace si on n'éduque pas les populations. Tout ça, c'est la course dans le sac parce que nos comportements au quotidien ne militent pas en faveur d'une émergence proclamée. Merci pour ce message qui vient de Garoua, qui parle de la crise des mentalités. Bonsoir, grand soir. J'aimerais que le monsieur nous édifie sur la fabrication du charbon avec des ordures ménagères. Merci beaucoup. Ça va être long. Si se met à expliquer tout cela, peut-être que vous aurez son numéro tout à l'heure. Le plan Marshall, c'est le bouclage du processus d'implémentation de la décentralisation. Je le répète, ce processus est bloqué à l'étape du changement d'organisation territoriale de l'État. C'est faisable à travers l'organisation de l'acte 2 du grand dialogue national pour débattre de tous ces sujets. La décentralisation au Rwanda ou au Sénégal n'est pas applicable au Cameroun. Et Ngoulou Vundi Vincent, depuis Douala, qui envoie justement ce message-là. On parle à la fois de la mentalité, mais des taxes qui sont payées. Il y a une taxe d'hygiène qui est payée régulièrement. Je crois qu'elle doit s'élever à 4 000 francs maintenant par commerçant. Quelque chose comme ça, vous faites le grand calcul. Vous verrez que c'est quand même beaucoup d'argent qu'on peut générer. Pourquoi les communes elles-mêmes ne prennent pas sur elles, par exemple, de mettre en place des mécanismes de précollecte avec ces tricycles-là pour que ça ne s'entasse pas et qu'on n'attende pas le grand camion des ACAM qui va finir par arriver, on ne sait jamais un soir. Parce que nous sommes dans un système de détournement institué. C'est-à-dire que les fonds collectés ne vont jamais... Demandez-vous là où vont les fonds qu'on prélève tous les jours dans les péages routiers. On nous avait dit, lorsqu'on instituait cette taxe-là, que c'était pour entretenir les routes. Pour entretenir des routes. Voilà les péages qui sont là. Il y avait même un classement. Il y a des péages qu'on redéfinit chaque année dans le budget. En fait, c'est des détournements institués. C'est comme ça que je les appelle. C'est-à-dire qu'on sait très bien que cet argent n'est pas destiné à ceci. Mais comme on est en 2025, par exemple, c'est une année électorale, on va vous dire que les fonds qui sont collectés dans ceci vont aller là-bas. On va changer. C'est une histoire orientée. Ceux qui disent, dédisent. Ils ont le pouvoir de dédire. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons toujours. Donc la question d'argent ne se pose pas en termes de manque de moyens. Il n'y a pas manque de moyens. Les ressources sont juste mal orientées, volontairement mal orientées. Parce qu'il y a d'autres priorités. Parce que nous fonctionnons toujours en urgence avec des priorités qui s'ajoutent à d'autres priorités. Et à chaque fois, l'argent qui est destiné à faire ceci ne le fera jamais. Parce qu'à chaque fois, on va le prélever pour aller faire autre chose. Parce qu'il y a quand même un argent concret. Ces taxes-là, c'est du concret. Demandez-vous même la redevance audiovisuelle. Il faut s'intéresser à l'autre là. Mais le TNT qu'on nous a promis. Il y a autant de choses. À chaque fois, j'ai pris l'exemple des péages tout à l'heure. Où va l'argent des péages? Alors que nous souffrons de ces routes. Je ne parle même pas des routes urbaines, c'est-à-dire les axes, les grands axes qui sont des intercities. Elles ne sont pas arrangées. Voilà Yaoundé qu'on a encore saupoudré dernièrement parce que c'était grave. Et puis il y a eu la grande déclaration du patriarche sur la route de Moutenguene. Il a fallu quand même faire quelque chose. Donc c'est dans ce système-là que nous fonctionnons. Je veux dire de la débrouillardise gestionnelle. C'est-à-dire que nous gérons au jour le jour. Il n'y a pas de prévision. On ne fait rien. Il n'y a pas de prospective. Tous les jours, nous créons quelque chose et puis on dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence là? Il n'y a pas on fait. Alors, et dans le faire en urgence, il y a des gens qui tirent d'abord leur prénom. Les gens se payent. Les gens se payent. Alors, il y a des maires qui disent que vraiment, ne nous demandez pas trop, donnez-nous d'abord nos 15%. Est-ce que s'accrocher à ces fameux 15%, est-ce que ce n'est pas nous perdre le temps? Lorsqu'on sait quand même qu'il y a des entrées directes au niveau de l'hygiène, les taxes sont reversées directement de ce côté-là. Mais que vous avez observé quand même que nos communes n'ont plus les fameuses bennes, les camions bennes qu'on voyait par le passé, qui écrivent à la portière commune de tel. Les maires aujourd'hui roulent carrosse, les gros 4x4, mais la municipalité elle-même n'a pas d'outils opérationnels qui peuvent permettre de dépanner. Je voudrais d'abord faire remarquer que la création d'un ministère de la ville au Cameroun intervient 2 ans après la création d'un ministère de la ville en France. Et le premier ministre de la ville en France, c'est Bernard Tapie. Il avait la responsabilité d'égaliser
le niveau de développement dans les villes qui avaient été choisies pour être classées dans les patrimoines. Et depuis que le ministère de la Ville existe au Cameroun, il y a eu 6 ministres. Il y a eu 6 ministres. Antoine Zambo, le Kenin Donfak, Clotaire Chatat, Maurice Tchonte, Mbunchu et Kecha Cortez. La plupart de quelque part. C'est vous qui l'avez observé. C'est vous. Les ministres. C'est vous, ça fait 5 sur 6. Je suis votre regard. Voilà, C'est la mémoire du grand frère. ça fait On avait perdu, c'est le père là. 5 sur 6. Est-ce que vous avez l'impression que une seule de ces personnes a défini un plan d'aménagement, tout au moins, de 18 villes qui avaient été choisies pour obéir à l'harmonisation du développement? C'est des aventuriers. Regardez, il y a 30 ans, Yaoundé avait toutes les routes que Aïdjo avait laissées. Il y avait des routes, il n'y avait pas de trous partout. Et on n'a pas prévu que 30 ans après, le cycle de vie de la route allait être atteint et qu'il va falloir les refaire. Et on vous suggère que pour les refaire, il faille apporter de l'argent pour boucher les trous. Pourtant, je me souviens toujours de cette bagarre qu'il y a eu entre les agents de la communauté urbaine et le maire Léopold Martin, paix à son âme, qui l'ont proprement tabassé au niveau du marché Acacia parce qu'il avait bouché les trous qu'il y avait sur la route. Et on lui a rappelé que c'était une voirie urbaine qui relève de la compétence des trucs. Maintenant que nous avons donc la décentralisation, si la décentralisation doit se manifester par le désengagement de l'État et le transfert de compétences à des communautés, des communes d'arrondissement qui sont plus proches des populations pour exécuter ce que vous avez appelé tout à l'heure les plans de développement des quartiers. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir revenir, regarder ça de près pour essayer de procéder parce que souvenez-vous d'un article que j'avais commis, décentralisation où es-tu, qui a abouti finalement à rayer le nom de délégués du gouvernement. Et la décentralisation s'accommode très mal de la dictature. Et on a enlevé le nom de délégué du gouvernement. On a fait semblant de lire quelqu'un qui avait été désigné dans les officines dans les mêmes conditions. Et on est venu nous le servir. On n'a même pas cherché à savoir s'il avait les compétences, s'il avait les capacités. Bref, erreur de casting sur le ministre. On avait même envie. S'il en avait même envie. Erreur de casting sur le ministre. Voilà les 6 ministres de la ville que je viens de vous citer. Aucun n'a à son actif la définition du plan d'aménagement de ces villes-là. Alors si on prenait les leviers, lequel serait plus efficace aujourd'hui actionner pour que l'action puisse être rapide? Je propose qu'on lise, je ne sais pas si la rédaction a reçu également cette note d'information venant de la direction générale d'ISACAM. On espère qu'elle est authentique, cette note-là, mais qui paraît porter quelques espoirs pour tous ceux qui nous ont écrit en début d'émission pour dire qu'ils n'ont pas de salaire de ce côté. La note d'information qui s'affiche, émetteur, directeur général, destinataire, tout le personnel. On a petit doute parce que c'est fait à Yaoundé le 28 janvier, janvier 2025, où on affirme quand même que nous avons achevé l'année 2024 avec un volume de créances assez important. Les administrations compétentes sont mobilisées pour le traitement de ces créances. Cette situation entraîne un retard dans le paiement des salaires et des mois de décembre 2024 et de janvier 2025. Ainsi, les salaires de décembre seront payés avant mi-février. On est à la fin du mois là, et ceux qui ont écrit tout à l'heure qui n'ont pas encore été payés, et ceux de janvier avant fin du mois de février 2025. Par ailleurs, le gouvernement
conscient du caractère sensible de la propriété, a accordé une attention particulière au financement de ce service essentiel, ce qui permettra d'améliorer au cours de l'année 2025 le rythme de paiement des salaires et la qualité de la propriété dans les villes. Je salue, directeur général, la patience, la compréhension et la résilience de tout le personnel qui reste mobilisé et engagé en ces moments de difficulté. Ah, donc, le soupçon d'être GDPC. Pourquoi les mots c'est l'approche du discours. Alors peut-être quelques assurances, même si les délais sont un peu problématiques par rapport au règlement de cette affaire de salaire. On parlait de ces leviers, s'il faut actionner quelque part maintenant, comme on dit au quartier, là. Est-ce qu'il y a une possibilité de développer du là pour que les villes soient un peu propres? Jean-Jacques, il ne peut pas s'agir du là. Parce qu'il faut une action en profondeur. Il s'agit de changer de modèle de gestion des ordures. Ça veut dire qu'on va encore passer. Il s'agit de changer. L'État du Cameroun est en situation d'embarras économique. Embarras économique se manifeste par le fait que l'État soit dans la difficulté de faire face à un ensemble d'engagements, qui sont des engagements immédiats. Face à cela, il faut imaginer des alternatives. L'alternative, c'est de basculer la gestion des ordures dans la proximité. C'est la seule. Si c'est basculer dans la proximité, ça va générer une nouvelle croissance. Parce que ce que Isaac a fait là, c'est très sympa, mais on peut faire mieux. Deuxième chose, les collectivités doivent se prendre en main. Nous devons sortir de ces élus locaux qui sont mis en place sans projet territorial. Sans projet territorial, c'est la navigation à vue. J'ai souvent pris part à des élections qui ont conduit à la mise en place de ces élus, où on vous dit l'élu territorial n'a pas de projet. Le projet de l'élu territorial... C'est Paul Biya. D'abord, ils font campagne au nom de Paul Biya. Voilà. Si vous avez des élus territoriaux... Parce que le président m'a... Vous avez des élus territoriaux qui sont dans cette perspective. C'est évident que la conduite des activités de la cité sera très très complexe et va générer beaucoup d'embarras. Troisième chose, les citoyens doivent se renforcer. Une collectivité territoriale décentralisée, c'est les réseaux d'acteurs. Oui. Ça ne se définit pas comme un territoire, ça se définit comme la rencontre d'acteurs. Et quand on dit les acteurs, c'est les interactions qui produisent les économies de proximité. C'est deux choses. Valoriser le capital social local et développer les économies de proximité. Le capital social local, c'est vous, c'est moi. Nous nous asseyons ici et nous disons, nous devons produire l'émission Le Grand Soir. Comment on fait? Jean-Jacques est présentateur. Le PDG du groupe La Météo met en place le dispositif logistique. Saint-Éloi Bidou est là, Oundi est là, on produit l'émission. C'est ça le développement local. Et ça doit se retranscrire de la même manière exactement partout, que ce soit dans l'éducation, l'assainissement. Nous avons, quand vous parlez d'assainissement, la question de l'eau fait partie des compétences transférées. Il est illusoire de penser que le modèle de gestion de l'eau potable qui a cours en ce moment peut rendre satisfaction au Cameroun. C'est illusoire. Il faut décentraliser et sortir de la rigidité des entreprises publiques. Ou alors, l'entreprise publique peut être là pour assurer le portage national pendant qu'au niveau de chacune des collectivités, on construit des adductions d'eau et on génère une économie qui est florissante. Maintenant, comment ça va se construire avec ça? Il faut bien regarder. Ce que je suis en train d'indiquer a vocation à être retranscrit sur tous les aspects de la vie. On va sortir de là très, très rapidement. Quel levier, après le développement fait par Henri Sévérin tout à l'heure, quel levier, comment aller à une solution? Jean-Jacques, moi je crois que tout ce qu'on a fait ici, c'est le constat. On a tous constaté que rien ne marche. Et quand rien ne marche plus,
il faut simplement changer. Il faut balayer comme Baniste. Poisson pourri par la tête. On prend le balai, tout le Le monde balai, tout il faut balayer. Je veux Si dire, tout le monde va et qu'on garde le même système, Jean-Jacques, est-ce que ce sera... est-ce que vous savez que à la tête des 2 plus grandes villes du Cameroun, en termes de dirigeants, les maires, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont pensé, en tout cas, qui ont participé à l'élaboration de cette à la définition de cadre réglementaire. Décentralisation aujourd'hui. Eux-mêmes, ils sont complètement largués. Faites le constat, observez, Douala et Yaoundé, vous sentez qu'on est en décentralisation, que quelque chose a changé. Tout à l'heure, le copanéliste parlait des intérêts financiers. Il n'y a que cela. Puisque les gens sont en train de chercher comment se remplir les poches et tout. Donc, Votre solution, c'est le balai. il faut balayer complètement. On balaye les gens. Il on faut balaye. balayer. Oui. Tout à l'heure, Saint-Éloi Bidoun parlait des compétences et même de la vision, la direction pour chaque le plan. Puisqu'on va vers de nouvelles élections. Voilà. Donc, si aux États-Unis, par exemple, on va me dire oui, États-Unis, mais là-bas, il parlait des maires, de ceux qui ont été jusqu'ici ministres de la ville. De la ville. Aux États-Unis, les secrétaires d'État, je crois, ce sont des ministres. Alors, pour être ministre, pour être nommé, même par Trump là, c'est le Sénat qui valide. Au vu de ce que vous leur avez présenté comme plan, comme vision de développement. Les amis, tout à fait. D'accord, on va rapidement avancer. Éric Kennedy, on fait quoi? On commence par quoi maintenant? Où on attend? Avant de dire ce que j'ai à dire, On a 1 minute. je vais rappeler très rapidement que tout n'est pas mauvais dans le système de mes amis d'en face. J'invite les Camerounais à regarder ce qui se passe à Bafoussam. Moi, j'étais très émerveillé. J'ai fait peut-être 5 ans sans retourner dans mon village. La ville est propre. C'est très important de le souligner. C'est vrai que la canne est passée par là. Du coup, la chaussée est quand même assez agréable. Mais Roger, ta famille, il est abondamment cité. Hein. Je ne sais pas Parmi ceux qui sont très si actifs. c'est lui qui a Non, c'est le ça. CDD, c'est pas lui. C'est bénéficier de la C'est le coupe. crédit de l'AFD, c'est-à-dire tout à fait. que l'endettement du Cameroun que nous allons payer Comme dans Bafoussam, 20 ans, comme Bertois. comme Bertois, Yaoundé comme en ainsi de avait suite. bénéficié capital aussi. urbain. Oui. Ça a participé. Ouais, mais on peut avoir de l'argent, Du ça ne suffit pas. Il faut quand même que quelqu'un donne les pulsions. Je voudrais quand même souligner que ce que j'ai remarqué, c'est que la ville est propre. Je peux vous dire qu'elle est plus belle et plus propre que Yaoundé et Douala en ce moment. La chaussée est vraiment praticable, vous n'avez pas de secousses partout. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Donc tout n'est pas mauvais. Allons-y très Il y a rapidement sur quelque chose qui l'émission. m'a beaucoup marqué, c'est qu'il faut passer des ordures au pavé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on peut transformer les ordures plastiques en pavé, et qui est un modèle qui a fait ses preuves. C'est-à-dire que ça va employer des jeunes, ils vont recycler les plastiques pour faire des pavés. On va construire des routes avec. Elles vont être énormément durables et le Cameroun ne supportera que mieux. Personne ne saura que ce sont mes ordures là qui sont Ah, devenues moi, ça, pavés. Allez-y. je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on fait des commissions. Je voudrais, avec des Jean-Jacques, diplomates. appuyer ce qu'il est en train de dire en vous faisant observer la place de l'intendance. Place de l'intendance, ici à Yaoundé. Vous voyez que depuis quelques moments, elle a subi le pavage et ça donne l'impression de marcher. Mais vous savez qu'entre ce moment-là et 15 années avant, c'est un endroit qui a été refait 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois sans qu'on arrive Puisque c'est à une une zone solution. marécageuse déjà. Et on On arrive à une solution Très viable. rapidement pour Et là, sortir, avec là. le Finalement, pavage, qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre les compétences à leur place. Ça, moi, je tiens à le dire. Quel que soit le système en place, si vous prenez des bureaucrates pour travailler sur des questions techniques, il n'y aura pas une solution. Dans les mains, oyé, là, et ceux qui restent dans Non, le et bureau. je dis, laissons même le RDPC, il faut frapper Non, c'est sur pas le les mains. RDPC qu'on a dit, mais oui. Il faut frapper sur les mains parce qu'en la décentralisation, c'est de la compétence des élus locaux d'apporter et de manifester le développement. Vraiment, il faut que les gens soient compétents et que les compétences soient à leur place, surtout dans les collectivités décentralisées. Georges Parfait. Oui, il faut déjà repartir sur le titre de l'émission de ce soir. Faut-il un plan Marshall de Yaoundé? Le plan Marshall ne s'accommode pas des études et de tout le reste. Il faut trouver une solution. C'est-à-dire qu'au sortir de la réunion, Oui, nous sommes jusqu'au le bout. PM allait dire que vraiment, une solution du genre. qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Parce que le plan Marshall, il est né pour reconstruire l'Europe. Il était question de reconstruire. Il ne fallait pas penser à refaire ci ou à refaire ça. Il fallait reconstruire en respectant les systèmes d'égout qui étaient là avant et tout le reste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Yaoundé soit propre maintenant? S'il faut repartir dans les études de ce qu'on va faire des déchets, on ne s'en sortira pas. Dans 25 ans, nous serons encore ici à dire les mêmes choses. Il y a une usine qui a été construite sur la route de Douala, après Hala, quelque part là-bas, qui parlait de traitement des déchets. C'est parce que c'est devenu. Et puis après, on voit des déchets déversés partout à l'air libre, quelque part dans les alentours de Yaoundé. On a besoin maintenant de passer à l'action.
et pour qu'on passe à l'action. Moi, ce qui m'étonne dans notre système de décentralisation, c'est que les autres sont même venus copier chez nous. Les Burkinabés ont fait pratiquement un mois ici, je crois, en 2000, pour venir étudier notre système de décentralisation. Et ils sont allés l'appliquer. Nous-mêmes qui l'avons conçu, nous n'arrivons pas à l'appliquer. On a des beaux documents. On a nos propres documents. Ce que le grand frère Henri Séverin venait de dire tout à l'heure est très intéressant. Mais ça ne peut pas exister chez nous pour le moment. Est-ce que vous savez qu'en France, par exemple, c'est-à-dire d'une commune à une autre, les taxes sont différentes en fonction des besoins de cette commune. Des réalités de la commune. Ce que nous ne pouvons pas faire ici parce que nous avons le principe d'unicité des caisses. C'est ce que je disais tout à l'heure, que lorsque la commune va même aller collecter des fonds pour la propriété dans sa circonscription, le grand caissier viendra dire que donnez-nous ce que vous avez là-bas parce qu'il y a une priorité et ça ira ailleurs. Finalement, la mairie ne pourra pas résoudre ses propres problèmes. D'accord. D'accord, merci. Bonsoir le plateau et on sort par là, du grand soir. Quand vous parlez des camions pour les communes, l'autre qui a été remis à la commune de Bala a été mis en location pour transporter le sable. L'argent là-bas, ça vient à la commune, pourquoi pas. Mais ils ont quand même transporte les chaises. J'avais eu un camion Toyota. Je constate quand même que les maires d'arrondissement, qui sont de moyens, surtout à Yaoundé, ont fait beaucoup d'efforts pour acquérir du matériel d'assainissement. Quand vous allez à Yaoundé 6, nous avons des caterpillars, nous avons des camions, nous avons des pick-up. Et les autres ont suivi le mouvement Yaoundé 1er, Yaoundé 4, Yaoundé et autres. Mais il faut repenser les tests de la décentralisation. Sinon, il y aura des blocages. Dans les rapports entre les communautés urbaines et les mairies d'arrondissement. Qui peut faire quoi? Maintenant, si le président voudrait, parce que la décentralisation, c'est le plus grand challenge qui s'est lancé en 43 ans, s'il veut réussir là, il doit se saisir d'un karcher pour nettoyer, comme les écuries de chasse. Merci monsieur le maire, merci monsieur d'être venu échanger avec nous ce soir dans le cadre de Le Grand Soir. Demain vous serez avec Apollinaire Ongba. Nous on va se retrouver demain soir à 21h pour parler aigle avec le ministre de la fonction publique et la réforme administrative. C'est l'invité cette semaine de À vous la parole, comme tous les vendredis soirs à 21h. Merci de rester fidèle au programme d'Info TV. Très bonne soirée à tous.